Aujourd'hui, je vous emmène de l'autre côté de notre chère planète, dans un des pays les plus grands du monde. Tellement grand qu'il fait, écoutez bien, environ 14 fois la France. 14 fois, et vous avez très bien entendu. Un endroit où on retrouve de nombreuses espèces incroyables, comme le koala, l'émeu, l'ornithorynque, l'humain, ce bon vivant capable du meilleur comme du pire. Il y a aussi le diable de Tasmanie ou encore un des plus emblématiques, le kangourou. Vous avez deviné, je parle bien de l'Australie. Je vous imagine bien comme ça en train de me regarder. Mais on avait imaginé, Mogo. Ah là 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 là, allez, passe à la suite, petit con. Je suis sûr qu'il y en a qui sont un petit peu nerveux comme ça quand ils me regardent. Calmez-vous, je reprends tout de suite. Situé à environ 15 000 km de la France, l'Australie est un pays qui regorge de diversité. Il possède la plus grande barrière de corail du monde, et ses paysages sont aussi variés que le nombre de climats qu'il possède. En ce moment, il fait très froid ici en France, et je peux vous dire qu'on se les caille. Mais là-bas en hiver, il fait très chaud. Cela s'explique par le fait que ce territoire est dans l'hémisphère sud, et que les saisons sont donc inversées par rapport à l'Europe. Le mois le plus froid pour eux est en juillet, et là-bas, Noël se fête donc en été. Mais malgré ces panoramas paradisiaques, l'Australie c'est aussi malheureusement un endroit durement touché par le changement climatique et la pollution humaine. Beaucoup d'écosystèmes en sont les victimes, comme les forêts et les insectes notamment. Au niveau de l'environnement, l'Institut de recherche international global Footprint Network avance que le pays a la plus forte empreinte écologique par habitant du monde. Pour vous donner une idée simple, si chaque personne dans le monde consommait comme la plupart des Australiens, l'humanité aurait besoin de plus de 5 planètes pour subvenir à ses besoins. Désolé de casser un peu l'ambiance avec ces déclarations, mais c'est quand même important d'en parler. C'est le problème central de notre époque et de notre avenir. Nous sommes tous concernés, qu'on le veuille ou non. Mais bref, passons. Pour cette nouvelle affaire, nous allons nous rendre au sud-est du pays, dans l'état de Victoria. Entre 2014 et 2016, près de Melbourne, sa capitale, 2 familles vont se voir déchirées de façon très triste, et probablement à tout jamais. Au centre de ce récit sordide, il y a une femme aux yeux bleus et aux cheveux blonds, du nom de Bianca Edmonds. Sans plus attendre, voici son histoire. Let's begin. Bianca Edmonds est née en 1986. Bien que son enfance soit assez peu documentée, on sait que ses parents lui ont transmis toute l'éducation d'une jeune fille bien élevée. Malgré ça, Bianca va développer dans sa vie d'adulte une façon de penser très particulière. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Un jour, un certain Michael Capociena fait sa rencontre avec elle alors qu'il vit dans la banlieue de West Meadow, près de Melbourne, dans le sud-est australien. Le courant passe très bien entre eux, si bien qu'ils vont se fiancer, et qu'il sera l'homme avec qui elle aura sa première expérience en tant que mère. C'est de cette façon qu'en 2014, un petit garçon voit le jour. Son nom ne sera pas cité, afin d'éviter que cet enfant, encore très jeune à l'heure de cette vidéo, ne soit associé de quelque façon à ce qui va suivre. Bianca est alors âgée d'environ 28 ans, et Michael 24 ans. À partir de ce moment-là, la vie de famille commence concrètement. Les engagements arrivent les uns après les autres, accumulant un stress qui peut rapidement devenir très lourd. Au début, les choses se passent relativement bien entre les jeunes parents. Mais petit à petit, les tracas de la vie quotidienne ont tendance à reprendre le dessus. Il s'enclenche ainsi chez le couple de nombreuses disputes. Et parfois, malheureusement, ça peut devenir très violent. De ce que l'on peut lire sur différents médias, Bianca a tout l'air d'une femme au caractère très affirmé. Elle semble savoir ce qu'elle veut. Elle serait prête à faire beaucoup de choses pour arriver à ses fins. Heureusement, son fiancé sait également élever la voix et il ne se laisse pas faire. Mais un jour, la dispute de trop éclate. Et en dépit de leur enfant encore en bas âge, Michael et Bianca décident de se séparer. La famille se déchire et directement par la suite, une bataille juridique est lancée sur la garde du petit garçon. Cette bataille entraîne encore plus de disputes entre les 2 jeunes adultes. Les ressentiments sont à vif et personne ne compte abandonner son enfant à l'autre. Ah, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les disputes entre couples, c'est ma hantise. Je déteste ça. Donc là, ça va beaucoup trop loin. Je vous jure, c'est tellement triste de voir ça, et surtout quand il y a un enfant au milieu. Alors qu'ils pourraient essayer d'offrir tous deux une séparation et un contexte calme à leur progéniture, l'orgueil et la fierté se montrent plus forts que tout ça. Aucun ne lâche l'affaire, et l'enfant n'est plus qu'une poupée que l'on souhaite juste garder pour soi, tout seul.
Ils pensaient tous les deux que son éducation allait être meilleure que celle d'en face. Ceci dit, il n'est pas impossible que l'attitude de l'un des deux parents soit moins appropriée que celle de l'autre. La documentation qui nous est offerte à ce sujet est relativement limitée. On ne connaît pas tous les détails de la façon dont pouvaient s'occuper Bianca ou Michael de leur fils, chacun seul de leur côté. Par la suite de ce récit, on pourrait éventuellement s'en faire une vague idée. Mais cela restera malgré tout hypothétique. Hors contexte et au travers de l'intrigue que nous allons traiter, personne ou presque ne peut juger cette famille à ce moment précis. Bianca est maintenant mère célibataire, mais elle ne le restera pas très longtemps. Très vite, cette dernière se crée un compte sur l'application Tinder et match avec plusieurs hommes. D'ailleurs, petit fourbe, est-ce que tu as déjà utilisé des sites de rencontres? Et ne mens pas, mets ça en commentaire, j'attends ça avec impatience. Bref, en utilisant l'application, à force de surfer, elle tombe sur un homme qui attire son attention. Il a une petite 50aine d'années, 13 ans de plus qu'elle. Son nom, c'est Glenn Cassidy. Il vit dans la région de Shepparton, ou Shepparton, je sais même pas comment on dit, Shepparton on va dire ici, à environ 2 heures de route de la banlieue de West Meadow. Décrit comme un homme simple, Glenn Cassidy est un père de famille divorcé, un homme au caractère que l'on pourrait qualifier d'un peu crédule, voire relativement naïf. Il a de grandes lacunes en lecture ainsi qu'en écriture. Pour gagner sa vie, il travaillait autrefois en tant que coach dans le fitness. Maintenant, il conduit de lourdes machines industrielles sur des chantiers. Et il connaît très bien son métier et il a l'air de l'aimer. À ce moment-là, une relation s'entame entre les deux. Elle devient rapidement sérieuse et le couple emménage ensemble. Avec son caractère affirmé, Bianca a tendance à prendre l'ascendant sur les décisions de Glenn. Si elle doit hurler plus fort que lui pour se faire entendre ou dire des paroles blessantes, elle n'est pas du genre à hésiter. Mais Glenn Cassidy s'en contente et ne dit rien. Il aime Bianca et Bianca semble l'aimer aussi. Petit à petit, ils se mettent à parler de mariage. Nous sommes vers la fin de l'année 2015. Cette idée enchante le couple. Il y a néanmoins quelques petits obstacles à ce projet, et pas des moindres, la situation de Bianca. Elle et son ex Michael sont toujours au beau milieu d'un procès. Et pendant ce temps, leur fils se ballotte d'appartement en appartement. La pluie de disputes n'a toujours pas cessé, et à l'instar du petit garçon, Glenn aussi doit dorénavant subir. Surtout que sa compagne ne lâchera jamais le morceau, ça c'est garanti. Qui plus est, aucun compromis ne semble être recherché. De son côté, Michael, pourtant toujours fiancé à Bianca, a également rencontré une autre femme du nom de Sylvana. Ils habitent ensemble depuis quelque temps, dans le nord de Melbourne. Finalement, un verdict tombe au sujet du procès. La garde est accordée à Bianca, qui est jugée plus en disposition pour s'occuper au quotidien de leur fils. Michael bénéficie tout de même d'un droit de visite à hauteur d'1 fois par semaine au meilleur des cas. Cette visite aura lieu de façon supervisée, ce qui veut dire qu'il sera accompagné d'un professionnel. Cette nouvelle information montre bien qu'on ne connaît pas tous les détails de ce qu'a pu être leur relation. Si on en croit la justice, c'est la décision à prendre. Quoi qu'il en soit, cette situation fait sauter de joie Bianca. Elle a lutté pour ça et elle est enfin récompensée. Elle est si heureuse que Michael a perdu cette bataille. Très souvent, elle aborde ce sujet avec son nouveau compagnon Glenn, et elle emploie des mots durs, très durs. Elle descend son ex plus bactère, ce qui crée chez Glenn un grand sentiment d'amertume envers cet homme qu'il n'a que peu connu, voire pas du tout. Il se dit maintenant que c'était visiblement un salaud et qu'il l'est encore. Bianca jubile de le voir ainsi réagir à ses confessions. Elle peut enfin déverser toute sa haine, toute sa frustration dans une oreille attentive et qui la comprend. Il y a cependant un problème. Depuis quelque temps, Michael fait énormément d'efforts pour changer son comportement aux yeux de la justice. Et cela semble fonctionner. Petit à petit, tôt ou tard, il aura le droit de revoir plus souvent leur garçon. Rien que d'y penser, Bianca en est malade. Et par conséquent, Glenn aussi. Progressivement, l'amertume se renforce. Au mois de février 2016, Glenn et Bianca finissent enfin par se marier. La cérémonie est magnifique, Glenn est aux anges. Pour lui, c'est une nouvelle page de sa vie qui est en train de s'écrire. Ici, c'est assez triste, car si seulement il avait pu voir ne serait-ce qu'une seule seconde ce qui allait l'attendre dans un futur proche, il aurait très probablement supprimé Bianca de ses matchs Tinder bien avant tout ça. Il aurait peut-être même supprimé l'application. Mais nous ne sommes pas dans un récit fantastique. Les choses sont ce qu'elles sont, et les mauvaises rencontres aussi. Nous sommes dans la réalité, la dure, l'impitoyable réalité. Maintenant qu'ils se sont dit oui, Glenn et Bianca regardent ensemble vers l'horizon. Sur le papier, cela semble être idyllique, mais dans la pratique, il n'en est rien. C'est beaucoup plus compliqué.
En particulier pour Glenn, qui doit subir régulièrement les attaques de celle qui partage désormais officiellement sa vie. Comme on le disait un peu plus tôt, Bianca dispose d'un caractère très affirmé. Enfin, je dirais plus qu'affirmé, écrasant même. Elle continue de cracher régulièrement sur son ex, ça, c'est une chose. Mais en plus de se servir de Glenn comme de son défouloir, elle se permet de l'insulter. Elle le descend tout le temps. Lorsque quelque chose venant de sa part, une réaction par exemple, lui déplaît, elle lui envoie des insultes telles que bâtard ou sans couille. Enfin, vous voyez un peu le genre d'insulte. Et tous ces mots fusent de sa bouche, cette même bouche qu'il embrasse tous les jours avant de se rendre au travail. Toucher la virilité de son mari pour le déstabiliser, l'insulter à longueur de journée, tout ça en disait long sur la mentalité de Bianca. Et ce n'était pas fini. Personne ne peut dire si elle se comporte de cette manière dans le but de briser émotionnellement Glenn. En tout cas, elle agit comme si c'était normal. Comme si son mari n'était juste là que pour encaisser et se faire insulter à longueur de journée. Mais tout ça, on le sait tous, c'est loin d'être normal. C'est même beaucoup trop toxique, bordel. Et moi, je peux vous dire que je déteste ça. S'il y a bien une chose, comme je le disais, dans les relations que je déteste, c'est le fait d'insulter, tout ce manque de respect. Il n'y a rien de pire. Ce qui va suivre est au comble de tout ce que ni vous, ni moi, et ni probablement lui, n'aurions pu imaginer. Ce qui va suivre, seule Bianca aurait pu y songer. Et peut-être même plus que ça, le préméditer. Disons-le clairement, au fond il est difficile d'affirmer si cette femme est réellement amoureuse de son mari. En fait c'est possible, bien que sa manière de lui montrer est très singulière. En tout cas, une chose est certaine. Il y a bien une personne que Bianca déteste plus que tout au monde. Et cette personne, c'est Michael. Ce même Michael qui, bientôt elle le sait, ne sera plus soumis aux visites supervisées. Non, elle ne laissera pas faire ça. Il faut faire quelque chose et le plus tôt sera le mieux. Lentement dans sa tête, Bianca commence à échafauder un lugubre scénario. Un jour, la mère de Glenn rend visite à son fils et sa femme. Et alors que le couple discute pour la énième fois de l'ex de Bianca, la jeune femme dérape en exprimant clairement un désir qui semble macérer au fond de son esprit. Elle le dit en ces termes. « J'aimerais bien trouver quelqu'un pour le tuer. Je veux que quelqu'un lui tire dessus. Mais bon, ce serait illégal. » La mère de Glenn entend cette conversation, qui devait probablement ne pas arriver à ses oreilles. Et ce ne sera pas le seul moment où on peut l'entendre tenir ce genre de discours. Plus tard, certains médias déclarant que Bianca aurait dit à d'autres personnes, y compris des membres de sa propre famille, son souhait de voir Michael disparaître. En disant ça, la jeune mariée vient de franchir un nouveau palier dans l'escalade de sa folie. Maintenant, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui pourrait se salir les mains à sa place. Un homme de confiance qui comprendrait la haine qui la ronge de jour en jour. Peut-être qu'elle ne le savait pas sur le moment, et personne ne peut l'affirmer aujourd'hui. Mais cet homme, elle l'a devant elle depuis plusieurs années maintenant. C'est tout simplement son mari. Bien sûr que ce rôle pourrait lui convenir à merveille. C'est son homme, il est là pour la protéger. C'est donc son devoir, c'est ce qu'elle pense. Alors Bianca se met à le préparer. Elle accélère la cadence et parle de Michael encore plus souvent à Glenn. Tous les jours ou presque, c'est de nouvelles insultes, de nouvelles confidences qu'elle fait à Glenn. Elle le manipule et lui ne voit absolument rien venir. Son regard s'obscurcit jour après jour. Tous les moyens sont bons pour faire monter la colère qu'il avait déjà en lui. Même se servir du petit garçon. Et oui, elle en était là. Qu'est-ce qui se passera lorsque Michael pourra le revoir normalement, hein ? Glenn, qui s'y était relativement attaché, partagera forcément moins de moments avec lui. À la place, ce sera l'ex, cet individu affreux. Bianca répète que c'est injuste. Alors bien sûr que ça l'est, c'est une vérité indiscutable. De toute façon, si Glenn émet une opinion différente ou nuancée, sa femme se met à hurler. Les insultes pleuvent, et cette attitude prouve bien l'état émotionnel dans lequel elle est. Vers la fin mars 2016, Bianca décide de franchir la limite. Elle ordonne à son mari de se rendre au domicile de Michael et sa femme Sylvana pour s'occuper de lui. Elle lui dit qu'il doit le faire et qu'il le ferait s'il a des putains de couilles. Elle le dit comme ça, j'invente rien. Elle le culpabilise en lui affirmant qu'il doit montrer que c'est lui l'homme, que c'est lui le mâle alpha, qu'il doit le faire. Et attention, si Glenn se dégonfle, non seulement il passera pour une mauviette et un dégonflé à ses yeux, mais en plus elle le privera de relations sexuelles. Oui, c'est comme ça que ça se passe dans le cerveau de Bianca, un cerveau malade, contrôlé par un instinct primitif et meurtrier. Elle promet à Glenn que s'il ne se rend pas rapidement chez Michael pour lui régler ses comptes, elle ne lui donnera plus jamais d'orgasme. What ? C'est quoi ce genre de chantage ? C'est là qu'on voit à quel point elle était diabolique. J'imagine trop la scène. Si tu ne tues pas ces 4 personnes là devant moi,
qui m'a embêté, tu verras, ce soir, tu n'auras rien. Et pas la peine de me regarder comme ça. Tu prends un couteau, une arbalète, tu fais ça de façon propre et nette. Qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de devenir fou. C'est à cause d'elle. Elle est contagieuse. Elle dit n'importe quoi. Tuer quelqu'un ou sinon tu seras privé de relation. C'était du grand n'importe quoi. S'il ne le fait pas, à ses yeux, il ne sera plus un homme. Ce sont ses mots. À l'écoute de ces menaces, Glenn réagit exactement comme le prévoyait sa femme. Il saute à plein pied dans son délire. Il est prêt à en découdre avec Michael, qui lui ne se doute d'absolument rien. Il se prépare une petite liste de choses à penser, avant de se rendre chez le couple à Melbourne. Parmi ces choses, se procurer une arme, un fusil à pompe à canon scié. À l'intérieur de la chambre, une seule balle. À l'aide d'une feuille et d'un stylo, Bianca lui dessine un plan du quartier. Elle y mentionne notamment les emplacements des caméras de surveillance extérieures et aussi la position des voisins ayant des chiens qui pourraient aboyer. Il semble que rien n'est laissé au hasard. C'est là qu'on voit à quel point elle était horrible. Elle a réfléchi à tout de A à Z. Une vraie diablesse pleine d'idées sombres. Le premier week-end du mois de mars, Glenn prend sa voiture et se rend au domicile de Michael et Sylvana. Il se rapproche discrètement de la maison comme prévu, mais il constate qu'il n'y a pas de voiture garée, et pour cause, le couple est absent. Glenn va donc attendre patiemment leur retour, et ce durant tout le week-end. Oui, vous avez bien entendu, il attendra tout un week-end. Il était tellement déterminé dans sa tâche qu'il ne comptait plus les heures. Mais heureusement, personne ne reviendra durant ces 2 jours. Le premier jour, Glenn appelle donc sa femme en lui expliquant le problème. Pendant ce temps, celle-ci est à plus de 200 km de là, dans la ville de Shepparton. Entre parenthèses, si elle est si loin, ce n'est pas pour rien. Lorsque la police découvrira la disparition de Michael, elle fera partie des premières personnes à qui ils viendront directement poser des questions. Il faut donc qu'elle dispose d'un alibi en béton. Pour ce qui concerne Glenn, même s'il n'est pas physiquement avec elle, elle pourra toujours mentir en disant qu'il était bien là. Du moins dans l'hypothèse où elle aurait réellement pensé au sort de son mari après cette folie. Au téléphone, Glenn explique à sa femme que personne n'est présent dans la maison. S'ensuit une explication de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et il dira aussi ce qu'il compte faire par la suite. Glenn et Bianca ne parlent pas directement de meurtre, mais parlent du travail qui doit être accompli. Si l'on sait autant de détails sur ce qui a été dit durant leur conversation, c'est parce que Glenn avait installé sur son téléphone une application pour enregistrer les appels téléphoniques, pour des raisons qui restent aujourd'hui inconnues. Ce travail, comme ils le disent, semble extrêmement important à réaliser. Il est donc très frustrant pour eux de devoir attendre pour l'accomplir. Glenn raconte à sa femme qu'il a fait plusieurs fois le tour du pâté de maison en voiture. Le temps commence à être long et il craint d'attirer l'attention du voisinage. Il a déjà l'impression d'avoir senti des regards pesants sur lui. Bianca essaie de l'encourager en lui répétant que le travail devait être fait. Elle faisait que répéter que ça devait terminer et qu'une fois terminé, leur avenir serait meilleur. Quand elle lui dit tout ça, Glenn répond simplement par oui. Elle ajoute que leur couple a besoin de ce stress en moins dans leur vie et que passer par un dispositif juridique ne mènerait à rien. Ce serait même le contraire, puisque Michael s'apprête à s'émanciper des visites supervisées. Évidemment, cet enregistrement téléphonique sera très important pour la suite, car même si c'est à demi-mot, on peut très bien comprendre les intentions derrière. Soudainement, Glenn coupe la parole en posant une question à sa femme. « Tu penses que nous pourrions faire l'amour demain soir ?» Ce à quoi Bianca répond froidement « Je ne sais pas, ça dépend, si le travail est un succès ou non. » On peut alors sentir une gêne de la part de Glenn. Dans un rire jaune, il lui dit qu'il l'aime, ce à quoi Bianca répond « Fais ton travail ». Mais Glenn insiste « Je t'aime ». « Concentre-toi !» Glenn le répète plus fort. « Je t'aime !» Mais Bianca continue. « Concentre-toi, ne fais pas n'importe quoi, fais attention !» Glenn répond par oui et par un « je t'aime ». Concernant Bianca, elle lui dit qu'elle le sait. L'échange continue et Glenn continue de mendier l'amour de sa femme. Mais elle évite au maximum d'y répondre. Le couple finit par se dire au revoir, on sent un Glenn déstabilisé, mais il ne dit rien. Il est clair ici que sa femme dispose d'une certaine emprise sur lui. Il est là pour accomplir ce travail et rien d'autre. Elle le manipule, le tient à sa botte, tel un sergent qui manœuvrerait son soldat dans une opération de haut risque. Qui sait après tout, peut-être l'a-t-elle toujours préparée pour ce moment. Peut-être que depuis le début, le but a toujours été de finalement l'utiliser pour cette sinistre besogne. Voilà à quel point le pauvre Glenn est crédule. Malheureusement pour lui, il le paiera cher. Et il ne sera pas seul comme vous pouvez l'imaginer. C'est toute la famille qui le paiera très cher. À la fin du week-end, ni Michael ni Sylvana sa femme ne sont rentrés. Le travail est donc remis au week-end prochain. Le 12 mars sera la date fatidique. Et nous allons découvrir tout ça. Banks.
la journée du 12 mars 2016, avant que Glenn ne parte, Bianca prend le téléphone de son mari. Elle ouvre l'application WhatsApp et elle écrit un message. Et voici ce qu'elle va écrire. Bianca, je t'aime tellement, tu n'as pas idée. Je suis sur le point de faire quelque chose que tu considérerais comme absolument stupide. Mais je ne peux plus supporter cette merde. Je ne peux plus être parent à temps partiel pour le petit. Si je me fais prendre, je veux qu'il sache que tu n'as rien à voir avec ça. C'est mon choix, ma décision. Tu n'en savais rien. Sache que ce que je fais, je le fais pour toi. Même si tu ne seras pas d'accord, je t'aime tellement. Elle s'envoie le message sur son propre numéro et elle répond avec son téléphone. Ne sois pas si stupide, Glenn. Tu m'as épousé, sachant que mon fils verra Michael. Et même si ça nous dérange tous ici, n'ose pas essayer de me manipuler pour que je sois désolé pour toi en disant des choses aussi idiotes. Je suis passé à autre chose. Assez, Glenn, reviens à la maison. Inutile d'en dire plus, Bianca est en train de fabriquer un alibi de toutes pièces. On ne sait pas vraiment si Glenn était au courant, et on ne le saura probablement jamais. Mais on peut dorénavant affirmer quelque chose. Il est l'unique personne destinée à se faire prendre au cas où les choses tourneraient mal. Sa femme, elle, n'assumera absolument rien. Le soir même, autour de 19h30, une voiture rôde de nouveau dans un quartier du nord de West Meadow. Un homme en sort et s'approche de la maison de Michael et sa femme. Cette fois-ci, ils sont présents. Sylvana regarde par la fenêtre et remarque cet individu qui se rapproche. Le soleil n'est pas encore complètement couché. Progressivement, elle parvient à le reconnaître, c'est Glenn, le mari de Bianca. Elle l'avait déjà rencontré lors d'une comparution au tribunal pour la garde du petit garçon. Sylvana se fige. Elle se demande la raison de la venue soudaine de cet homme, surtout sans prévenir. Elle alerte alors Michael, mais Michael ne la croit pas tout de suite. Il lui répond que ça ne peut pas être lui, qu'elle doit être sûrement paranoïaque. Surtout que depuis plusieurs années maintenant, la relation entre les deux couples est plus que délicate. Mais c'était bel et bien Glenn qu'il voit lui aussi par la fenêtre. Il décide d'aller lui ouvrir, mais Sylvana le retient. Elle a un mauvais pressentiment et lui demande d'appeler la police. Malheureusement, Michael en décide autrement. Il attrape par précaution un long couteau de cuisine et tout en se dirigeant vers la porte, dit à sa femme de ne pas s'inquiéter. Ces mots seront parmi les derniers que Michael adressera à sa femme. Car lorsque Michael sort et s'approche de Glenn pour serrer sa main tendue, ce dernier le repousse soudainement à l'intérieur de la maison. Il s'ensuit une bagarre courte mais extrêmement violente. De sa main gauche, Glenn vient de sortir son fusil à canon scié. Il essaie tant bien que mal de le pointer sur sa cible, qui fait tout pour l'en empêcher à l'aide de sa main droite. Michael tient encore son couteau, et tout va alors très vite. En quelques secondes, il l'enfonce de nombreuses fois dans le corps de Glenn. Sylvana se met à hurler, puis un coup de feu retentit. Michael s'effondre lourdement. Glenn vient de lui tirer dans la tête. Sylvana se précipite à l'extérieur pour essayer d'alerter les voisins. Glenn lui court après en pointant le fusil vers sa tête. Il presse la détente et Sylvana peut entendre distinctement une sorte de claquement. Puis, plus rien. L'arme n'avait donc qu'une seule balle. Glenn savait qu'il en avait qu'une au moment de se rendre chez le couple, mais il avait tout de même essayé. Impossible de dire si dans le feu de l'action, il l'avait oublié, ou si cette démarche avait pour seul but de faire peur à Sylvana. Quoi qu'il en soit, c'est la deuxième hypothèse qui en résulte. Sylvana est complètement terrorisée et Glenn peut l'agresser. Mais cette attaque ne dure pas longtemps. Le corps de Glenn est coupé de toutes parts. Il se vide abondamment de son sang. Sa vue se brouille. Il finit par tomber lui aussi, pendant que les voisins arrivent. Et alors que lentement il meurt, il dit ces mots. « Dites aux enfants que je les aime. Dites à Bianca que je l'aime. » Glenn à son tour vient de s'éteindre. Sylvana se précipite alors vers le corps de son mari, à l'entrée. Elle le secoue, tente de lui faire un massage cardiaque, mais rien n'y fait. Michael ne se réveillera pas. Voilà de quelle façon se sera déroulée cette horrible soirée noire, rapportée par sa seule survivante. Par la suite, la police est alertée. Sylvana est emmenée à l'hôpital où elle reste plusieurs semaines. On peut l'imaginer sous le choc. Difficile de s'imaginer vivre un tel cauchemar. Surtout qu'au départ, c'est elle qui est suspectée d'avoir tué les deux hommes. Fort heureusement, cette hypothèse est rapidement écartée. Une enquête est alors officiellement ouverte. Les affaires de Glenn sont réquisitionnées et analysées minutieusement dans le but de dénicher le moindre petit indice qui pourrait aider à faire la lumière sur le motif de son geste. Peut-être a-t-il agi seul, mais il ne faut pas se hâter en conclusion. Bianca est interrogée. Elle ne semble pas au courant de ce qui a pu pousser son mari à commettre cette atrocité. Pendant des mois, elle va nier toute implication et va ainsi passer au travers des suspicions. Et même encore plus fort, elle va réussir à toucher près de 300 000 $ australiens sur le dos de Michael, à la suite d'une demande de ses droits de succession en tant qu'ex-femme après une requête dans un tribunal.
pour elle, les choses se goupillent plutôt avantageusement. Michael n'est plus là et elle vient de toucher le gros lot. Mais il y a quand même la mort tragique de son pauvre mari qui n'était pas prévue. Difficile d'ailleurs de savoir dans quel état elle s'est trouvée face à cette nouvelle. Mais de toute façon, quand on y réfléchit juste 2 minutes, même s'il avait échappé au coup de couteau, il y aurait eu de grandes chances pour que Glenn soit retrouvé derrière les barreaux. Son attaque était relativement grossière, comme s'il l'avait accompli sur le coup d'une colère ou d'une pression intenable. À moins que ce n'était simplement de l'inconscience. Tant de questions qui demeureront sans réponse. L'enquête traîne maintenant des pieds. Les mois passent, puis les années. Ce n'est qu'au cours de l'année 2018 que l'enquête s'intéresse véritablement au rôle de Bianca dans cette histoire. Le temps a été long, mais des indices concrets sont là. Lorsqu'il a été retrouvé mort, Glenn avait dans une de ses poches de son pantalon un morceau de papier chiffonné et plein de sang. C'était un plan du quartier, ce qui indique déjà la probable préméditation du meurtre. Le laboratoire l'a analysé en profondeur, dans l'idée éventuelle d'y retrouver un ADN ou une empreinte digitale différente de ceux de Glenn. C'est un travail fastidieux qui a pris du temps, mais qui a payé. Au milieu du flot d'informations, une empreinte ne correspond pas aux traces de l'assaillant. Elle est isolée puis comparée, et le résultat est sans appel. Elle appartient à sa femme, Bianca, ce qui signifie qu'elle a, à un moment ou un autre, touché cette feuille de papier. Un deuxième élément interpelle les enquêteurs. Le SMS retrouvé sur le portable de Glenn. Celui adressé à sa femme avant le drame. À première vue, ce message dédouane Bianca, mais quand on s'attarde sur les détails, quelque chose ne colle pas. On sait que Glenn disposait d'un niveau d'alphabétisation relativement médiocre. Son orthographe en témoigne lorsque l'on consulte ses notes ou ses autres messages envoyés. Mais là, le message pour sa femme est écrit dans un anglais quasi parfait. Celui-ci est montré à ses proches qui confirment. Ils ne reconnaissent pas sa façon d'écrire. Cet élément est apporté comme une nouvelle pièce importante au puzzle de l'affaire. Mais l'avocat de Bianca le défendra plus tard en déclarant que Glenn disposait sur son téléphone d'une saisie vocale et qu'il s'en était peut-être servi à ce moment-là. Il faut avouer que c'est une défense relativement pertinente. Le troisième indice, c'est le fameux coup de fil enregistré, dans lequel le couple discute d'un certain travail. Lorsqu'on le réécoute après avoir découvert tout ça, franchement, il devient difficile de penser que Bianca est totalement blanche comme neige. Heureusement que Glenn disposait de cette application. Et enfin, le dernier indice, peut-être l'un des plus importants. Avant de vous le dévoiler, il faut d'abord vous expliquer de quelle façon les enquêteurs se le sont procurés. Environ 2 mois seulement après le drame de West Meadow, Bianca, de nouveau célibataire, a réinstallé Tinder. Au bout d'un moment, elle a fini par rencontrer un homme du nom de Todd Bockham. Et il faut savoir que cet homme a un profil particulier. C'est un ancien détenu. Il a fait 8 années de prison pour avoir tranché la gorge de son ex-femme et poignardé en plus de ça sa belle-sœur. Là, on peut s'imaginer le tableau morbide. Bianca s'était donc mise en couple avec lui, puis ils ont fini par emménager. Au fil des semaines, Todd a remarqué que sa nouvelle compagne était régulièrement contactée par la police. Il s'est renseigné et a fini par en découvrir la raison. Les journaux disent que 2 hommes sont morts et les 2 auraient été en couple avec Bianca. Vous imaginez, vous apprenez que les ex de votre femme sont tous morts. Moi le premier, je cours. Je ne reste pas une seule seconde de plus avec cette personne. Ça fait peur. Bref, je reprends, mais je vous garantis que je ne serais pas resté. Mais déjà, qui serait resté d'ailleurs ? Le problème, c'est qu'elle lui a raconté que son ex était décédé d'un cancer. Alors contrarié, il aurait cherché à lui faire cracher la vraie version des faits, et elle aurait fini par lui avouer. Choqué de ces révélations, il a alors décidé de contacter la police pour leur communiquer ces révélations. Et voilà le dernier indice, son témoignage. Selon ses dires, Bianca lui aurait avoué avoir dessiné le plan du quartier. D'avoir aussi écrit le SMS sur le portable de Glenn, elle lui aurait aussi dit mot pour mot avoir planifié la mort de Michael. Et que maintenant, elle aurait peur de se faire rattraper. D'ailleurs, elle semble se douter que cela arrivera tôt ou tard. Elle n'en peut plus d'y penser. La pression était devenue beaucoup trop forte pour elle. Elle répète que la police ne cesse de la harceler et que leurs doutes sont de plus en plus gros. Bref, elle songe à carrément aller se rendre. Riche de ces nouveaux éléments, les enquêteurs prennent la décision de la convoquer pour la confronter. Ils se disent qu'elle n'ira peut-être de nouveau, mais qu'importe. Car parfois, la clé du mystère se trouve dans la communication non verbale. Bianca est installée à une table et l'entretien commence. Comme prévu, elle va nier tout en bloc pour le dessin, le SMS ainsi que les appels. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que les arguments sont alignés, la police remarque que la jeune veuve évite de plus en plus le contact visuel. Puis à un moment où la pression se fait manifestement trop grande,
Bianca regarde alors le détective dans les yeux pour répéter en larmes « Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas encouragé, je ne l'ai pas fait ». Lorsque la police lui parle du témoignage de son conjoint actuel, elle continue de démentir. « Ce mec a fait 8 ans de prison pour meurtre, et vous lui faites plus confiance à lui qu'à moi ?» Voilà sa défense. Mais cette explosion émotionnelle ne suffira pas à convaincre les autorités. D'autant plus que la mère de Bianca, Helen Edmunds, vient également apporter sa pierre à l'édifice. Elle témoigne que le soir du meurtre, sa fille l'aurait appelée après avoir appris ce qui s'était passé entre Michael et Glenn. Hystérique, elle a dit que tout est devenu incontrôlable et elle disait que c'était de sa propre faute. Que c'était de sa faute, que Glenn n'était pas celui qui était censé mourir. Mais elle aurait également déclaré que maintenant, tous ses ennuis étaient terminés et qu'elle n'aurait plus de soucis pour la garde de son enfant. À cela, Helen Edmunds précise quand même quelque chose. Selon elle, Michael aurait eu quand même des épisodes violents envers Bianca. Même si aujourd'hui il était encore vivant, elle ne souhaiterait pas que cet homme ait encore des liens avec sa fille ou son petit-fils. Cette phrase venant d'une maman probablement acculée par toute cette histoire pourrait en dire long sur énormément de choses. Tout le monde sait qu'il est déconseillé de se faire justice soi-même, dans la grande majorité des cas. Mais parfois la violence et l'injustice vécues par certaines personnes pourraient être le moteur pour les pousser à commettre l'irréparable. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas ici, non. Jamais je dirais que Michael méritait ce qui lui est arrivé, non, c'est pas ça. Mais c'est tout de même quelque chose qu'il faut avoir en tête, pour avoir un esprit critique et éventuellement nuancé sur certaines choses. Après tout, peut-être qu'il était vraiment violent avec son ex-femme, qui sait. Mais les journaux ne mentionneront aucune chose dans ce sens. Mais pour autant, si c'était la vérité, est-ce que ça méritait un tel déversement de haine ? Est-ce que ça méritait ses morts et maintenant cet enfant privé de père ? À vous d'en juger. J'attends vos avis dans les commentaires. Continuons. Il va être relativement compliqué pour la police de démêler le vrai du faux. Chaque élément ou presque pourrait dans une certaine mesure être contesté. Mais le comportement de Bianca, associé à tous les éléments mis bout à bout, ne laisse que très peu de place au doute. Mais elle est relâchée. Le temps pour la police de prendre une décision la concernant. Puis enfin, un matin de juin 2019, 3 ans et 3 mois exactement, après les événements tragiques, une équipe de gendarmes débarque chez elle pour l'arrêter pour meurtre. Bianca n'oppose pas ou peu de résistance. Elle est déplacée en détention provisoire où elle va rester pendant 3 ans. Débutent alors 3 procès. S'il y en a autant, c'est parce que le jury parvient difficilement à se mettre d'accord sur les circonstances et les éléments rassemblés par l'enquête. Le premier a lieu en juin 2022, le second en août et enfin en décembre 2022. C'est dans ce dernier que le jury arrivera finalement à se mettre d'accord. Pour eux, comme le procureur Neil Hutton, le SMS est une preuve accablante. Ce procureur déclare également que même si c'était Glenn qui l'avait composé, c'était tout de même 7 heures avant le drame. Bianca aurait pu faire quelque chose pour empêcher la confrontation, comme prévenir les autorités par exemple. Dans son discours de clôture du procès, M. Hutton déclare la chose suivante. « Je vous soumets quelle est la force motrice de ce meurtre ». Ce qu'il va dire n'est pas l'avis de l'avocat de Bianca. Sa défense tourne autour du fait qu'absolument chaque élément de preuve pourrait potentiellement être déconstruit et que jamais sa cliente n'avait avoué une seule fois avoir souhaité la mort de qui que ce soit. En soi, c'était entendable. Bianca continue effectivement de nier son implication. Le jury avance que durant sa détention, l'accusée aurait fait des aveux à certains prisonniers, tout comme elle l'avait fait avec Todd Bockham, avec qui elle n'est plus en couple aujourd'hui. À la fin du procès, un verdict est rendu. Enfin, Bianca Edmunds est officiellement déclarée coupable d'avoir dirigé, encouragé ou aidé son mari défunt à tuer Michael Capociena, son ancien partenaire et père de son jeune fils. Aujourd'hui, sa sentence n'est pas encore prononcée. Au vu du caractère très récent de l'affaire, il va falloir attendre milieu 2023 pour avoir un résultat. Mais il y a de très grandes chances que Bianca prenne la perpétuité en Australie. C'est quasi sûr à 99%. Mais bref, comme je l'ai dit, sa peine serait l'emprisonnement à perpétuité, avec un minimum de 25 ans derrière les barreaux. Finalement, tout le monde est perdant dans cette histoire. Glenn et Michael ne sont plus de ce monde, donc les enfants n'auront plus jamais de père. Sylvana, quant à elle, est en deuil, et Bianca va finir en prison pour très longtemps, laissant son jeune fils privé de ses 2 parents. La haine engendre la haine. Cela a toujours été ainsi. Dans cette famille, tout le monde en a fait les frais. S'il y avait bien une leçon à tirer de ce récit, ce serait qu'en tant que parent, avant de penser à sa vengeance, à son orgueil ou sa fierté, il faut d'abord et avant tout, et c'est très important, penser à son enfant, à sa protection. C'était l'histoire de Bianca Edmunds.
Avant de commencer, on va s'intéresser à la définition du mot stalking afin de partir sur de bonnes bases. Le stalking, c'est une forme aggravée de harcèlement et synonyme de persécution doublée d'espionnage. Ce terme vient tout droit de l'anglais stalk, qui veut dire littéralement traquer. Il est juridiquement traduit par harcèlement criminel. Donc on fait face à quelque chose de grave dont beaucoup d'entre nous peuvent être victimes. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Il y a de ça de nombreuses années auparavant, j'avais rencontré une femme. Et lorsque j'ai fait connaissance avec, qu'elle m'a parlé de son passé et de tout ce qu'elle avait vécu, dans ma tête je me suis dit mais c'est pas possible. Comment on peut faire subir ça à quelqu'un qu'on a aimé sérieux? Elle avait un ex qui ne lâchait pas l'affaire, qui la stalkait dans ses moindres faits et gestes. Il était tellement sombre que cette pauvre femme a fini par accepter la situation. Il était oppressant, menaçant. Il jouait beaucoup avec les émotions de son ex, jusqu'à faire du chantage affectif. Même après leur séparation, il continue à lui mettre une pression monstrueuse. Encore des menaces, encore et des mises en garde. Des insultes pour la rabaisser et lui rappeler à quel point il était important à ses yeux. Quand je discutais avec elle, elle me disait qu'elle avait l'habitude et je trouvais ça tellement triste. Elle me disait que de toute façon, la justice ne pouvait rien pour elle. Si je vous raconte tout ça, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui se font stalker et qui se font harceler de façon continuelle. Des individus leur pourrissent la vie, et malheureusement pour certaines, elles restent dans une position d'acceptation. Elles le restent parce qu'elles ne savent pas comment s'en sortir. Je rappelle ici que le stalking est un comportement à l'égard d'une personne qui peut faire ressentir de la peur à cette dernière. Le stalker va donc s'imposer dans la vie d'une personne sans son consentement, et à travers tout ça, il développe une réelle obsession de celle-ci. Et pour le coup, dans l'affaire qu'on va voir, on est en plein dedans. Sans plus attendre, découvrons l'histoire d'Abigail Saldanha. Let's begin. Abigail Saldanha, surnommée Abby, est une jeune femme de 22 ans et mère d'un petit garçon de 5 ans. Il se nomme Joseph Jay, surnommé Gigi. Il a eu 6 ans en janvier 2022. Malheureusement, nous n'avons aucune information concernant le père de l'enfant. Elle a un grand frère Aaron ainsi qu'un petit frère Jacob qui est très proche de sa mère. En 2017, Abigail décide de quitter Wichita Falls pour s'installer à Fort Worth, une ville urbaine de Dallas aux États-Unis. L'une des grandes villes, là où il y a de l'action, où il se passe toujours quelque chose. Mais Abigail, elle, n'avait pas peur de ça. Au contraire, on avait l'impression qu'elle aimait l'aventure. Donc pour elle, déménager, c'était pas quelque chose d'effrayant. Au contraire, en plus d'être une bonne mère, c'est une femme pleine de projets. En effet, après avoir obtenu son diplôme, elle avait plein d'idées en tête. Elle a pour but d'ouvrir un salon d'esthétique où elle proposerait des prestations pour les sourcils ainsi que du maquillage. Sur son compte professionnel Instagram, on peut voir que sa première publication en tant qu'esthéticienne remonte en mai 2021. Ce projet en était donc au début de sa concrétisation. C'est justement pour atteindre cet objectif de vie qu'Abby décide d'avoir 2 jobs. L'un en tant que styliste de sourcils et l'autre dans le Rick's Cabaret Club où elle travaillait en tant que danseuse exotique. Là-bas, elle fait la découverte d'un client surnommé Stan. Il était connu pour être un vétéran militaire. Ce client, ce Stan, était en réalité Stanley Frank Zeliga, un homme de 54 ans, ingénieur logiciel, travaillant à Dallas d'après son compte LinkedIn. Si nous avons parlé de stalking en début de vidéo, c'est parce que ce qui va suivre en est l'exemple extrême. Celui d'un homme qui en arrivera à tuer la personne qui l'obsédait tant, et tout ça juste parce qu'il ne pouvait pas la voir. L'histoire va se dérouler autour du travail de la danseuse Abby. Là-bas, comme ça arrive souvent, elle fait des rencontres. Et là, plus particulièrement, elle rencontre ce fameux Stan, ce client dont on ne sait rien. Le temps passe et une relation professionnelle s'installe entre les deux. En effet, en plus de ses heures de danse au cabaret, Abby échangeait avec Stanley. Sur un compte Instagram, Stanley a publié des captures écran montrant des échanges avec cette dernière. À plusieurs reprises, la jeune femme l'appelait par Babe, donc c'était plutôt très intime. En réalité, Stanley payait Abigail contre des relations sexuelles. Il lui payait aussi plein d'autres activités comme des sorties ou des restaurants. Ici, on parle de plusieurs milliers de dollars qu'il lui aurait versés. Les informations sur le réel déroulement de leur rendez-vous restent assez floues. Dans des échanges par SMS publiés par Stan, on voit qu'elle le remerciait pour les soirées, qu'elle avait hâte de le revoir. On peut conclure qu'elle lui donnait de l'attention en échange d'argent. Ici, on peut estimer qu'elle n'était pas amoureuse, ni attirée par lui,
puisque c'est déjà arrivé qu'elle lui rappelle qu'il ne l'avait pas payé suffisamment. Mais très vite, Abby fait part de ses craintes envers cet homme. Elle en avait peur et elle le confiera à ses collègues de travail. Elle disait qu'il la harcelait, qu'il la suivait. L'élément déclencheur de cette peur est la découverte d'un tracker GPS sous son véhicule. Et pour elle, nul doute, ça ne pouvait être que Stanley. Elle avait d'ailleurs repéré son véhicule à plusieurs reprises, donc elle le savait très bien. Elle en parlera également à sa mère, Jessica Contreras. Elle lui conseilla d'en parler le plus vite possible à la police. Mais on ne saura jamais si elle l'a vraiment fait. À propos de ce tracker, Abby publiera une vidéo Instagram le 14 octobre 2021. On peut l'entendre dire « C'était littéralement sur ma voiture, comme ça !» Ou encore un message de prévention en amenant ses followers à rester prudents. C'est pourquoi vous devez être prudent. Je ne sais pas quoi faire pour aller de l'avant avec ça, mais ça ressemble vraiment à un tracker pour moi. C'est tellement fou les gars, tellement fou. Qui ferait ça? Rappelons que les dispositifs de ce genre, c'est-à-dire de suivi, de localisation, sont facilement trouvables dans le commerce ou en ligne. Mais rappelons-nous que suivre quelqu'un sans sa permission reste un crime. À ce jour, la police n'a toujours pas été en mesure de définir depuis quand le tracker a été mis en place. Abigail, quant à elle, avait peur pour sa vie. Ce Stan l'inquiétait. Et tu m'étonnes, qui n'aurait pas eu peur à sa place? Personnellement, je serais tombé dans une paranoïa. Avoir un tracker sous son véhicule, ça semble improbable, sérieux. Ce Stan, en plus d'être obsédé par elle, commençait à la menacer de porter plainte pour prostitution. Et ces accusations auraient été appuyées selon lui par les preuves des versements d'argent qu'il lui faisait. Les fameuses captures d'écran qu'il a publiées dans son second compte Instagram. En réalité, c'était beaucoup plus sombre que ça. Il voulait porter plainte contre elle parce qu'elle l'irritait. Il était persuadé qu'ils avaient une relation intime, alors que du côté d'Abigail, c'était purement professionnel. Il affirmera également d'envisager un avenir avec elle. Il va insister sur le fait qu'elle lui avait menti et se positionner en tant que victime. Dans un témoignage, il dira toutes les choses suivantes. « Je n'aurais jamais pensé que je serais l'un de ces gars qu'on profite. Partage pour la sensibilisation. Abigail et moi, depuis juillet 2021, nous profitons de la compagnie de l'un et de l'autre. Elle est si belle et agréable que j'ai imaginé un avenir avec elle. Mais gérer tous les mensonges est accablant. Je me rends compte que ça fait partie de votre travail principal en tant qu'artiste culturel. » Après avoir dit tout ça, il poursuit en disant que si elle quittait son deuxième emploi en étant dans un réseau de prostitution haut de gamme, alors ils pourraient être ensemble. Là, on voit très bien qu'il avait un problème et qu'il était clairement dans un film. Il était persuadé qu'une histoire entre lui et Abigail pouvait avoir lieu. Pas une seule seconde et il ne s'est rendu compte que l'attention qu'elle lui donnait, c'était juste par rapport à son argent. Ni plus ni moins, ça s'arrêtait là, stop. Lui, il était dans son film, elle l'aimait et lui l'aimait. Alors que c'était pas du tout le cas. À ce stade, mes amis, malheureusement, il est déjà trop tard. Il est tellement dans sa bulle, dans cette obsession, qu'il en devient très dangereux. Abigail Saldana court un grave danger et elle le savait. Elle était consciente que cette relation malsaine avait ses risques. Elle était consciente que cet individu n'était pas dans la même longueur d'onde qu'elle. Mais elle ne s'attendait pas que la tournure puisse prendre des proportions aussi graves. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec la suite des événements. Ce 26 octobre, Abigail reçoit un message de Stanley. Ce dernier la menace de plus en plus de porter plainte contre elle. Il utiliserait les captures d'écran pour porter appui sur ses allégations de prostitution. Aux alentours de 20h40, le 911 reçoit un appel. Une personne venait d'être témoin d'un accident sur l'autoroute 183 au croisement de la 131 State Highway boulevard Amon Carter. Le témoin voit alors une voiture, une berline Hyundai argentée grise. La voiture va accélérer subitement et prendre la sortie d'autoroute. Elle dévie alors sur une zone gazonnée, finissant sa course en heurtant le panneau de signalisation. L'appel au 911 passé, l'homme s'approche de la voiture afin de voir s'il peut aider d'une quelconque façon. Mais à l'intérieur de l'habitacle, il tombe sur une femme qui ne bouge pas, qui ne répond pas. Lors de l'arrivée des secours, la femme est déclarée morte sur les lieux par les médecins légistes. Elle a été abattue au volant de sa voiture. Les urgentistes font alors appel aux forces de l'ordre. Cette femme, c'est Abigail Saldana, qui est identifiée grâce à son passeport retrouvé dans la voiture. En effet, il ne s'agit pas là que d'un malheureux accident suite à un assoupissement ou une faute d'inattention. Non, ce n'était pas ça du tout. En y regardant de plus près, on aperçoit des impacts de balles. Dans un communiqué, la police dira qu'à leur arrivée, des agents ont localisé la victime à l'intérieur de son véhicule. Elle avait des blessures apparentes par balle au torse et c'était la cause de son décès. Après investigation du lieu de l'accident, les policiers trouvent 3 douilles un peu plus loin, à l'endroit juste où le témoin avait signalé l'accident.
C'est là qu'elle a été abattue avant de sortir de la route. Lorsque les policiers tentent de comprendre ce qui est arrivé, ils décident de directement fouiller la voiture. À l'arrière du véhicule, ils trouvent un sac rempli de vêtements. C'était un sac qui s'apparentait à ceux que portent justement les danseuses exotiques. Dans la même rue, il y a le Rick's Cabaret Club, là où travaillait Abby. Ils décident alors de s'y présenter avec le passeport de cette dernière. Le directeur du cabaret confirme qu'elle travaille bien chez eux, mais qu'elle est en repos ce jour-là. C'est là que la police se pose une question. Pourquoi Abigail était en route ce jour-là? D'ailleurs, la mère d'Abigail ignorait aussi les plans de la jeune femme pour la journée. Lors d'une interview, elle dira que les dernières nouvelles qu'elle avait eues de sa fille ce jour-là étaient un échange SMS aux alentours de 18h30, soit 2 heures avant la fusillade. Le lendemain, le bureau du médecin légiste identifie officiellement la victime comme étant Abigail Saldana, décédée à l'âge de 22 ans. Vous imaginez à quel point c'est triste, Meskina. Elle a perdu la vie à seulement 22 ans, la pauvre. Elle avait toute la vie devant elle, construire une famille, avoir des projets de vie. Mais du jour au lendemain, elle perdra la vie. C'est juste terrible. Parfois, notre existence ne tient qu'à un fil, et ça, c'est réel. Et c'est pour ça que je vous le dis souvent, d'où l'importance de profiter de chaque seconde avec sa famille, ses proches, et de profiter de cette vie, bordel. Bref, à partir de là, une fois Abigail Saldana identifiée et confirmée morte à l'âge de 22 ans, le rapprochement avec Stanley Zeliga est rapidement fait. En effet, lorsque la famille d'Abigail reçoit un appel fatidique lui annonçant cette terrible nouvelle, elle contacte immédiatement le bureau des homicides de la police de Fort Worth. Elle va leur faire part de la peur que ressentait Abby envers cet homme, le stalking et le harcèlement. Dans cette affaire, il y a une personne qui s'est donné corps et âme pour faire avancer les choses. Et je pense que vous l'avez deviné, c'est la mère d'Abigail. Jessica Contreras a énormément aidé la police dans ses recherches. En effet, elle travaille dans le domaine juridique. Elle avait juste reçu un appel lui disant que sa fille venait d'être retrouvée abattue. Puis elle en apprend un peu plus lorsqu'elle reçoit de la part d'un ami d'Abby la photo d'une plaque d'immatriculation. On ne sait pas exactement comment cet homme a eu la photo, mais il l'a transmise au frère d'Abby qui par la suite l'a partagée à sa mère. Aussitôt, elle est allée à son bureau pour ouvrir sa propre enquête avec l'aide de l'un de ses amis détectives privés. Ils se sont immédiatement mis au travail avec les informations de la plaque d'immatriculation extraite du tracker GPS. Toutes les infos nous ramenaient à la même personne, Stanley Zeliga. Elle découvre tout ça à cet instant seulement, car Abigail ne lui avait jamais parlé d'une quelconque relation avec ce dernier. C'était la première fois qu'elle entendait parler de cet homme. Même lorsqu'elle a découvert le tracker sous son véhicule, Abby n'avait mentionné aucun nom. Et Jessica travaille actuellement pour instaurer la loi d'Abby, qui consiste à aider des familles dans des cas similaires à ceux de sa fille. Elle décida de commencer l'enquête seule, car parfois la police met plusieurs jours à mettre en place des recherches intensives. Mais elle reste toutefois consciente que c'est grâce au domaine dans lequel elle travaille qu'elle peut apporter son aide. Elle confiera également qu'elle ne pouvait pas rester là à rien faire. Elle ne pouvait pas rester là à attendre un appel de la police. Elle devait faire quelque chose à tout prix pour contribuer à cette affaire. C'était sa fille après tout. Je travaillais en essayant d'apprendre ce qui s'était passé et ce que je devais faire pour obtenir des réponses. Quelques jours plus tard, Jessica reçoit un appel d'un investigateur qui confirmera ses soupçons. Toutes les preuves ramenaient à la même personne. Stanley était le suspect numéro 1, l'homme à arrêter. Dans une interview, la mère dira les choses suivantes. Ils faisaient leur travail et je faisais le mien par moi-même. Et grâce à l'aide de mes amis, nous l'avons eu. Abby n'est plus avec nous, mais sa mère est ici. Je vais être sa voix, son avocat et l'être pour toutes les autres femmes qui traversent cette épreuve. À travers cette affaire, on ressent énormément l'amour de sa mère envers sa fille. Elle veut rendre justice elle-même et je trouve ça super beau. Elle ne lâche pas l'affaire et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver le tueur de sa fille et le mettre derrière les barreaux. Et ça se comprend, ce grand malade a pris la vie de sa fille qui est partie bien trop tôt. Emporté par une folie meurtrière, il va prendre sa vie à tout jamais. Grâce à tous les efforts de la mère d'Abigail Saldana, ça allait porter ses fruits. Il est temps pour toi de te faire arrêter, Stanley, et de pourrir en prison. Le lendemain du meurtre, une fois le suspect identifié comme étant Stanley Zeliga, les policiers font le lien avec des dossiers de prison, montrant que Stanley avait déjà été arrêté et accusé de meurtre. Il avait déjà des antécédents criminels, notamment pour de la violence domestique en Californie. Attendez. C'est quand même dingue de se dire que cet homme avait déjà été accusé de meurtre. C'est quand même dingue de se dire que cet homme est en liberté sans aucune surveillance. C'est juste absurde. La justice, qu'est-ce qui se passe ?
Ne jamais laisser un homme accusé de meurtre sans surveillance, je sais pas, ça me paraît logique. Bref, reprenons. En se penchant sur les données du tracker GPS, la police va tomber sur quelque chose de très intéressant. La camionnette de Stanley, une Ford F-150 rouge de 2015, avait été localisée au minimum à 5 reprises à proximité de la maison d'Abigail en seulement 12 jours. Son véhicule a également été localisé à proximité du lieu du crime, seulement 17 minutes avant que l'accident ne soit signalé au 911. Afin d'être sûr qu'il s'agissait de la même personne, un détective va suivre le véhicule de Stanley. Il va le suivre jusqu'à une place de parking, à l'intérieur d'un garage dans la résidence d'Irving, qui n'est autre que l'adresse de Stanley Zeliga. Une base de données de lecteur de plaques a démontré que sa camionnette avait été photographiée à Midway Road et McEwan Road vers 20h22. Et ce même lecteur confirmera que le véhicule d'Abigail était entré dans la même intersection quelques secondes avant le meurtre. Ils ont donc la preuve que Stanley la suivait. Toutes les preuves permettent de placer Stanley en interrogatoire. Le 29 octobre, il est donc convoqué au poste de police pour s'expliquer. Son rendez-vous était exactement à 17h30. 15 minutes avant celui-ci, il appelle en prétextant un décès dans sa famille, mais confirme qu'il viendra quand même. N'ayant aucune nouvelle de Stanley et de peur qu'il ne s'enfuit, une équipe du SWAT obtient un mandat de perquisition pour la résidence du suspect. Peu avant minuit, vers 23h40, les policiers arrivent au domicile de Stanley. Mais ils font face à un problème, ils refusent de sortir. Il se réfugie alors sur un balcon où il s'inflige plusieurs blessures avant d'être finalement interpellé. Par la suite, il est directement conduit à l'hôpital de la région de Dallas afin de bénéficier des soins nécessaires. Les enquêteurs obtiennent alors un mandat d'arrêt leur permettant de pouvoir l'arrêter dès sa sortie d'hôpital. Il est alors placé en détention au centre correctionnel de Tarrant County, Son Evans à Fort Worth. Il est inculpé pour meurtre et sa caution s'élève à $250,000. Libérable sous aucun motif, on ne sait pas si Stanley a demandé la présence d'un avocat. Mais s'il est reconnu coupable, il risque la prison à perpétuité. Et j'ai envie de vous dire, bien fait. Heureusement si ça arrive. Parce que des hommes comme toi, ça fait vraiment peur. Et des gens comme toi ne méritent pas de vivre en société. Oui, ce que je dis est dur, mais imaginez votre sœur qui est en train de parler à un individu pareil et qui finalement va se prendre plein de balles parce qu'elle ne voulait pas de lui. Donc s'il vous plaît, enfermez-le et loin de nous ce genre d'individu. Maintenant, revenons à Abigail et sa famille. Une semaine après le meurtre, les obsèques d'Abigail prennent place à l'église catholique du Sacré-Cœur. Rappelez-vous, elle avait un fils, donc elle le laissera derrière elle. Dans son malheur, l'enfant a tout de même une petite part de chance. En effet, il ne sera pas placé. Le frère d'Abby, l'oncle du petit Gigi, dira sur un post Facebook que sa famille allait s'en occuper. D'ailleurs, Jessica, la mère d'Abby, publiera les choses suivantes. Avant qu'Abby nous quitte, elle s'était arrangée pour le baptême de Joseph. Hier, nous avons célébré cette journée spéciale. Sa famille, profondément en deuil, continue de faire vivre Abigail. C'était une amie, une mère aimante, belle, brillante et indépendante. Elle aimait ses frères et son fils, et elle avait toute une carrière devant elle, plein d'ambition. Elle était proche de sa mère, et elle était magnifique en tout point. Sa mère dira « Il nous l'a volé. Je vais m'assurer que chaque fois qu'il y a une audience au tribunal, il verra ma tête là-bas. Il verra qu'Abby n'était jamais seule. Je ne vais pas m'arrêter. Je me battrai et je me battrai. Il a pris ma fierté, il a pris ma joie. » Également, un de ses frères dira tout ça. Quand j'essayais de toujours comprendre, tu étais toujours là pour moi. Toujours. J'aimerais juste pouvoir te parler une dernière fois, petite sœur. À ce jour, l'enquête est toujours en cours, afin de déterminer si oui ou non, Stanley Zeliga sera reconnu coupable pour le meurtre d'Abigail. Brad Perez, un agent en charge de l'affaire, dira qu'il n'y a aucune autre information à fournir actuellement. Kathleen est une mère au foyer de 42 ans qui vit dans la petite ville de Calera, dans le sud de l'Alabama. Elle vit dans une banlieue chic de la ville, dans un beau pavillon familial. Kathleen est une jolie blonde qui prend énormément soin d'elle. Elle est d'ailleurs connue pour sa beauté et sa personnalité insouciante. Elle ne laisse personne indifférent. Partout où elle va, on la remarque. Elle a un style vestimentaire plutôt osé qui fait que beaucoup de gens se retournent vers elle, quand elle marche dans la rue par exemple. Mais Kathleen adore ça. Elle aime être le centre d'intérêt. Sa ressemblance avec Marilyn Monroe est frappante. Malgré tous les préjugés qu'on peut avoir sur elle, c'est une femme mariée et fidèle. Elle a rencontré son mari Jeff West en 2004 et c'est seulement après 4 mois de relation qu'ils se sont mariés. Jeff est officier de police au campus du Southern College. C'est un vétéran de l'armée américaine où il y était recruteur. Le couple est très amoureux et juste 1 an plus tard, ils vont donner naissance à une fille qu'ils vont nommer Lola. Pour le monde extérieur, c'était une famille normale et heureuse.
Même si pour la plupart des gens, le couple n'allait pas vraiment ensemble. Beaucoup de gens se demandent comment Jeff a pu avoir une femme comme Caitlyn. Pour eux, il était très chanceux, c'était même un gros vénard. Elle qui était plutôt exubérante, avec son style parfois à la limite de la vulgarité. Alors que Jeff, lui, c'était plutôt un homme très simple. Il s'agit d'un duo improbable, mais on dit souvent que les opposés s'attirent. Et c'est vraiment le cas pour Caitlyn et Jeff. Malgré tout ça, le couple vit le parfait amour. Elle publie constamment des photos d'elle et de sa famille vivant leur vie tranquille de banlieue sur son compte Facebook. Elle aime vraiment passer du temps sur les réseaux sociaux et poste pas mal de photos sur leur quotidien. Caitlyn va à l'encontre de tous les stéréotypes. Il y a beaucoup de clichés autour des femmes au foyer. On pense souvent à une femme épuisée qui vit à travers de son mari et de ses enfants. Mais Caitlyn est l'inverse de tout ça. Elle est rayonnante. Elle a toujours le sourire et elle aime réellement s'occuper de sa famille. Elle a réussi à trouver son équilibre, enfin, du moins en apparence. Car en réalité, elle a une vie secrète. Elle a su reprendre le dessus et utiliser son temps libre à une nouvelle passion. Elle s'est découvert un passe-temps peu commun. Et c'est peut-être son envie insatiable d'attention qui l'a poussée vers ça. En effet, elle menait une double vie. Et je vous arrête tout de suite, pas le genre de double vie où elle trompait son mari, non, c'était pas ça. Il s'agissait plutôt d'une double vie en ligne. La belle Caitlyn est plus connue sous le nom de Kitty Cat sur internet. Elle aime poster des photos d'elle portant de la lingerie, des costumes, voire même rien du tout. C'est une exhibitionniste autoproclamée. Et tout ça dénote un peu avec la vision habituelle d'une mère au foyer, femme d'un vétéran de l'armée. Mais c'est grâce à ça qu'elle a trouvé son équilibre. Elle a réussi à se créer une véritable notoriété. Il y a énormément de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs utilisé cette notoriété sur les réseaux comme Twitter ou Instagram, où elle avait plus de 50 000 abonnés, pour annoncer son inscription sur OnlyFans, un site réservé aux adultes. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un site où il faut prendre un abonnement payant pour accéder au contenu publié par quelqu'un. Cette plateforme propose aussi de payer pour avoir accès à du contenu exclusif ou personnalisé sur demande. Et je tiens à préciser que je suis pas sponsorisé par OnlyFans. D'ailleurs, vous attendez quoi, bande de fourbes? Vous attendez que je sors Mogo Junior pour me donner un petit billet? Parce que parlez gratuitement de votre plateforme, ralassez-moi un petit peu, hein. La vie c'est dur, bon sang. Bref, reprenons. Caitlyn a encouragé davantage de personnes à payer un abonnement mensuel pour accéder au contenu qu'elle y poste. Elle qui a maintenant sa propre page, publie des photos plus intimes d'elle-même. Sa passion est donc devenue un véritable métier pour elle. Et plutôt lucratif d'ailleurs. Elle adorait ça, et ne s'en cachait pas plus que ça auprès de son entourage. De plus, son mari Jeff était parfaitement au courant de ses activités, et il l'aidait même dans cette activité. On se dit que c'est difficile d'imaginer qu'un homme puisse accepter que sa femme s'expose de cette manière, mais Jeff la soutient totalement. Il est même un peu son photographe et prend des photos de sa femme. Lui, apparemment, ça ne le dérangeait absolument pas. C'était même le contraire, il était son premier fan. Et on pourrait même dire que cette nouvelle activité a renforcé le couple. Ils passent beaucoup de temps ensemble et ils ont l'habitude de faire beaucoup de sorties et de profiter au maximum de la vie. Comme par exemple le 12 janvier 2018. Ce jour-là, le couple s'est organisé un rendez-vous amoureux. Ils étaient en pleine soirée et ça s'est prolongé plus tard dans la nuit. À ce moment-là, ce sont alors les parents de Jeff qui gardaient Lola, âgée maintenant de 12 ans. Le couple a dîné à Papado Seafood Kitchen et a continué la soirée en prenant un verre au Red Zone Bar and Grill. Ils terminent la soirée romantique en faisant un passage dans un autre bar. Là-bas, ils achètent une bouteille de Lucide Absinthe et une bouteille de whisky Jameson. Le couple est très amoureux et ne cesse de se taquiner. Caitlyn a le sourire et elle rit beaucoup avec son mari. Lorsque le couple rentre chez eux, ils vont continuer à boire, et pas qu'un peu. Ils vont s'enfiler des verres encore et encore. Sur Instagram ce soir-là, Jeff va poster une photo de la bouteille d'alcool qu'ils avaient achetée. La soirée continue et Jeff commence à prendre des photos de Caitlyn dans un soutien-gorge rose, des sous-vêtements multicolores et des talons aiguilles roses. Et ces photos ne sont pas destinées à rester privées évidemment. Elles sont destinées à alimenter son compte Instagram ou sa page OnlyFans. Cette soirée semble parfaite pour le couple, mais c'est malheureusement la dernière fois que Cat West sera vue vivante. En effet, la vie semblait paisible pour les West jusqu'au matin du 13 janvier 2018. Lorsque Makorsha Purifoy, une voisine des West, se rend au travail très tôt ce matin-là. Elle fait une découverte horrible. Elle aperçoit un corps au bord de la route. Lorsqu'elle s'approche, elle réalise qu'il s'agit du corps de Caitlyn.
Elle était allongée à mi-chemin sur la route. La voisine commence à paniquer, mais heureusement, elle se ressaisit rapidement. Elle fait preuve d'un sang-froid remarquable. Elle retourne alors rapidement chez elle et prévient ses parents. En effet, Makorcha est une jeune fille de 19 ans. Elle ne savait pas quoi faire face à cette découverte. Elle était choquée, alors elle revient avec ses parents sur les lieux et ils appellent immédiatement le 911. Ils pensent alors que les secours pourront sauver Kathleen qui a dû faire une mauvaise chute. Les ambulances et la police arrivent le plus tôt possible. Mais une fois arrivés, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus rien pour la pauvre femme. Kathleen est morte, allongée face contre terre. Son décès est prononcé à 5 heures du matin. Elle était là, sur le sol, à moitié nue, et elle ne portait qu'un soutien-gorge. Lorsque le sergent de police de Calera, Mike Meloff, est arrivé sur les lieux, il a observé qu'à côté du corps de Kathleen se trouvait son téléphone portable et une bouteille ouverte d'absinthe qui était à moitié vide. Des éléments qui auront toute leur importance dans cette affaire. C'est alors qu'ils ont la douloureuse tâche d'annoncer la terrible nouvelle à son mari. Lui, apparemment, il ne se doutait de rien. Il était juste à quelques mètres de l'horreur. En effet, suite à toute cette agitation, Jeff décide de sortir de chez lui. Il s'approche alors des policiers, mais Jeff ne comprend pas tout de suite ce que lui racontent les enquêteurs. Il est sous le choc et refuse d'y croire. Comment la femme de sa vie, la mère de sa seule fille, peut être morte? Elle a été retrouvée comme ça dans la rue. C'était pas possible. Sans plus attendre, une enquête est ouverte immédiatement. Les enquêteurs supposent d'abord que Kathleen s'est enivrée et qu'elle est malheureusement tombée. Elle se serait alors cognée la tête, causant sa mort. Cette hypothèse est plausible, quand on sait que Kathleen est une éternelle enfant. C'était une fêtarde et elle aimait s'amuser. Elle sortait très souvent et elle aimait danser ou sauter sur le trampoline de la famille après quelques verres. Elle était connue comme étant insouciante, surtout après avoir bu le verre de trop. Mais cette thèse est vite abandonnée par les policiers, après avoir recueilli les déclarations des proches et des voisins. Ils ont examiné les preuves et suite à ça, les autorités ont commencé à soupçonner qu'un acte criminel était une meilleure piste. Les enquêteurs pensent qu'elle a été mortellement frappée avec la bouteille d'absinthe qui a été récupérée sur les lieux. D'ailleurs, il y avait quelque chose de vraiment étrange. La bouteille était posée au sol près du téléphone de Kathleen. Mais quand je vous dis qu'elle était posée au sol, elle était parfaitement posée au sol. C'est ça le truc un peu louche. On n'avait pas l'impression ici qu'elle avait fait une chute. Tout était bien placé et ça ressemblait presque à une mise en scène pour les enquêteurs. Sur les lieux, le sergent Meloff a également observé 2 mares de sang, une sur le sol et une dans l'herbe. Il pense alors que c'est la preuve que le corps de Kat a été déplacé. Sur les réseaux, la mort de Kat a fait énormément de bruit et pour cause, une photo d'elle circule. Une photo a été prise par un voisin et sur celle-ci, on voyait la scène du crime. Les enquêteurs vont tomber sur la photo également. Mais malheureusement, il est déjà trop tard. Elle est relayée de partout. Les autorités qui enquêtent sur la mort de la mère au foyer de 42 ans retracent non seulement la nuit de sa mort, mais aussi de sa vie en ligne. Les enquêteurs ont rapidement appris que Kat était active sur OnlyFans. Une amie du couple, Brittany Driesler, qui est aussi interrogée à son tour, a déclaré que Kat était très bavarde. Elle disait qu'elle était très bavarde à propos de son activité en ligne et que son mari adorait ça. Jeff West déclare aux autorités qu'il aidait à photographier Kathleen pour sa page en ligne. La police examine alors la possibilité qu'un de ses fans l'ait harcelé et tué. C'est alors qu'une enquête de grande envergure va commencer. Étant donné le nombre de ses abonnés, le travail était monumental. Chacun de ces posts sont alors scrutés et des centaines de personnes sont interrogées. Mais malgré tous les moyens déployés, les enquêteurs ne trouvent rien. Ils affirment n'avoir trouvé aucun suspect viable en ligne. C'est à ce moment-là de l'enquête que le médecin légiste, le docteur Stephen Boudreau, rend ses conclusions suite à l'autopsie effectuée. Celui-ci conclut que sa mort a été causée par un traumatisme contendant à la tête. Il a en outre expliqué qu'en raison de la petite taille de Kathleen, il était peu probable que la blessure à la tête ait été causée par une chute, et que la taille et la forme de la blessure correspondaient à la bouteille d'alcool trouvée sur les lieux. Ils ont alors confirmation de l'arme du crime, mais son expertise ne s'arrête pas là. Il a également déclaré que son taux d'alcoolémie était de 0,23 g, soit près de 3 fois la limite légale autorisée. Le superviseur Steve Johnson a examiné la bouteille d'alcool qui a été récupérée. Et sur celle-ci, il a réussi à extraire des empreintes digitales. Il a également trouvé du sang séché au fond de la bouteille, ainsi qu'un petit éclat dans le verre. Cette découverte va faire basculer tout le cours de l'enquête.
Les empreintes trouvées sur la bouteille étaient celles de Jeff, le mari de Kathleen. Au premier abord, il semble logique que ces empreintes soient présentes sur la bouteille, car c'est avec lui que Kathleen avait bu de l'absinthe cette soirée-là, et ils ont donc dû toucher la bouteille. Mais le positionnement des empreintes est l'élément le plus troublant. Des empreintes de son pouce gauche et de son annulaire gauche indiquent que la bouteille a été tenue à l'envers. Et c'était exactement le geste qu'a dû faire le coupable pour tuer Kathleen. Les policiers ont hâte d'entendre Jeff à ce sujet. Jeff West déclare qu'il s'était réveillé le lendemain matin à cause de toutes les voitures de police dans sa rue et des aboiements de leurs chiens. Il affirme n'y être pour rien et n'avoir rien remarqué de suspect cette nuit-là. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un mensonge, car la voisine qui a trouvé le corps de Kathleen a témoigné que pendant qu'elle signalait la découverte au 911, elle avait vu Jeff faire les 100 pas à l'intérieur de sa maison. Pour corroborer cette piste, ils analysent alors les données des montres connectées du couple. Des preuves irréfutables sont recueillies à partir de l'application santé de Jeff et Kathleen qui a enregistré leurs déplacements au quotidien. Le téléphone de Kathleen a montré que son dernier mouvement était le 12 janvier entre 22h45 à 22h54 sur une distance de 500 mètres. Aucun autre déplacement n'a été détecté jusqu'au lendemain matin, ce qui confirme l'heure de sa mort. Le téléphone de Jeff est examiné aussi et révèle des preuves dérangeantes. On y trouvait un déplacement le 12 janvier à 22h17 où il a effectué 10 pas et le dernier déplacement de 23h03 à 23h10 pour un total de 18 pas. Et tout ça ne colle absolument pas avec ses déclarations. Jeff a déclaré qu'il s'était couché vers 22h30. Mais selon les données recueillies, il était bien debout à l'heure du décès de Kathleen. Jeff a donc menti sur le déroulé de la soirée. Mais ces mensonges ne s'arrêtent pas là. Un dernier déplacement a été enregistré sur le téléphone de Jeff le lendemain, le 13 janvier de 5h12 à 5h22 du matin. Il était donc déjà levé à l'arrivée des policiers. Petite parenthèse, je trouve ça dingue à quel point les montres connectées peuvent te mettre dans la merde, bordel. C'est hyper précis, et excusez-moi les termes, mais il n'était pas très futé le bougre. Si c'est bien lui le tueur, qu'il est con. Enfin bref, comment un homme qui ne trouve pas sa femme à la maison en pleine nuit, et voyant une horde de policiers dans sa rue, peut-il rester enfermé chez lui sans rien faire ? De plus, selon les rapports des enquêteurs, il est dit qu'après avoir appris que sa femme était morte, Jeff est resté très calme. Il y a même des images de caméras embarquées de sa réaction après qu'un officier sur place lui a annoncé la nouvelle. Sur la base de leur expérience antérieure, les autorités ont déclaré que ce n'est pas comme ça qu'une personne agit généralement, après avoir appris que son conjoint est décédé. Tout le monde réagit différemment dans ce genre de situation, mais compte tenu des éléments déjà en possession de la police, son comportement peut amener à se poser des questions sur son implication dans la mort brutale de sa femme. Les images n'ont pas été rendues publiques, mais ont été gardées sous scellé en cas d'éventuel procès. Les policiers continuent leur investigation et découvrent que derrière ce mariage qui semblait parfait pour tout le monde, il y avait en réalité quelques ombres au tableau. Les SMS échangés par Jeff et Kat au cours des semaines précédant le meurtre ont été analysés. Ils révèlent que leur relation était instable. 8 jours avant sa mort, Kathleen a envoyé ce SMS à son mari. « Je sais que tu as peur de me dire que tu ne veux pas être avec moi, mais ça ne fait que de me blesser davantage de me mentir. Et si tu ne veux pas de moi, dis-le alors. » Jeff va alors lui répondre par le SMS suivant. « Bébé, je te veux. Est-ce que tu me veux, toi ? On n'en a jamais parlé après le réveillon. » Kathleen va alors faire référence au fait que Jeff avait gâché 14 ans de mariage. Cependant, tous les messages étaient entremêlés de photos nues de Kathleen qui étaient envoyées fréquemment à son mari. Le caractère instable de leur relation était donc confirmé. Suite à toutes ces révélations, le jeudi 22 février 2018, Jeff West a été arrêté et accusé du meurtre de sa femme. Sa caution a été fixée à 500 000 $ et il a bien entendu plaidé non coupable. Dès son arrestation, Jeff West clame son innocence. Étonnamment, 2 de ses plus grands soutiens sont des personnes auxquelles on s'attend le moins. C'étaient les parents de Kathleen, John et Nancy Martin. Les Martin croient fermement que Jeff ne ferait jamais de mal à leur fille. Le père de Kathleen est tellement certain de l'innocence de Jeff qu'il affirme être sûr que Jeff n'avait rien fait à sa fille. Jeff a insisté dès le début qu'il ne ferait jamais de mal à sa femme. Il a déclaré que lui et sa femme avaient commencé à se disputer lorsqu'ils étaient rentrés chez eux, après leur rendez-vous en amoureux. Jeff était très énervé car Kathleen passait beaucoup de temps sur son portable et suite à une dispute, il a jeté son téléphone dehors. Pour justifier le fait que Kathleen ait été retrouvée dehors, il déclare ensuite qu'elle avait dû sortir pour le chercher et c'est à ce moment-là qu'elle serait tombée et qu'elle serait morte.
Il s'agirait donc d'un terrible accident. Alors pourquoi il lui a pas porté secours? C'était bizarre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça sentait le mensonge à plein nez. Les procureurs pensent que c'est à ce moment-là qu'il a attrapé la bouteille d'alcool sur la table et l'a suivie. Et alors qu'elle se penchait pour prendre son téléphone, il l'aurait frappée. Mais Jeff continue de nier et reste sur sa version des faits. Pour lui, il s'agit d'un malheureux accident. Jeff déclare également que lorsqu'il s'est réveillé, quand il a entendu les autorités à l'extérieur, il s'est rendu compte que Kathleen n'était pas au lit et il a commencé à marcher dans la maison pour la chercher. Et il insiste sur le fait que c'est ce que le témoin a vu à ce moment-là. Rappelez-vous juste avant, quand un témoin l'a vu faire les 100 pas dans sa maison. Un jury est alors constitué et le procès de Jeff s'ouvre enfin pour avoir des réponses sur cette terrible nuit. L'avocat de Jeff, John Robbins, a soutenu tout au long du procès que toutes les preuves présentées étaient circonstancielles et que son client était innocent et qu'aucun meurtre n'avait été commis cette nuit-là. Il a également défendu l'affirmation selon laquelle Jeff n'avait pas agi comme quelqu'un d'autre le ferait quand on lui a annoncé que son épouse était morte. Son avocat disait que Jeff était un soldat entraîné, vétéran de l'armée et qu'il avait été préparé à ce genre de situation. Les soldats sont formés pour contrôler leurs émotions et ils gèrent les situations stressantes de manière différente. Et armé pas armé ou mental d'acier, c'était sa femme. Et je pense que s'il l'aimait vraiment de tout son cœur, je pense sincèrement qu'il serait devenu fou et qu'il aurait eu les larmes aux yeux. Enfin bon, c'est mon avis, mais perso je trouve ça très spécial de ne pas réagir après la mort de sa femme. Enfin bon, lorsque le sujet du style de vie de Kathleen apparaît comme motif possible de son meurtre, Jeff se défend en expliquant qu'il n'était pas jaloux. Il déclare même les choses suivantes. Ce ne sont que des images, et elle a eu de l'argent pour ça. Parmi ceux qui témoignent lors du procès, il y a eu les officiers qui étaient présents sur la scène du crime, notamment l'ancien officier de police de Calera, Luigi Ragazzoni. Il déclare qu'il est arrivé sur les lieux et a commencé ses premières investigations. C'est alors que Jeff a approché Ragazzoni et lui a demandé ce qui s'était passé. Ragazzoni a répondu qu'il avait reçu un rapport faisant état d'une personne décédée et qu'elle avait été identifiée comme étant Kathleen West. Jeff a alors répondu qu'il s'agissait de sa femme. Les deux se sont ensuite rendus chez Jeff, où ils ont continué à parler longuement de divers sujets. Le mari semblait ailleurs et ses propos n'étaient pas toujours cohérents. Suite à ces témoignages, d'autres preuves sont présentées au jury. Entre autres, les SMS du couple révélant leurs problèmes apparents, mais aussi un interrogatoire filmé entre Jeff et les enquêteurs qui a eu lieu le 13 janvier a été montré dans son intégralité. Jeff y décrit les événements de la nuit précédant la mort de Kathleen, l'état de leur mariage et les habitudes de Kat. Jeff est questionné sur d'éventuels antécédents de violence entre eux, mais il va répondre qu'il n'a jamais frappé ni blessé sa femme. Il va dire qu'il ne savait pas ce qui était arrivé à Kathleen jusqu'à ce que la police ne lui dise. Les rapports de leur système de sécurité ont également été admis comme preuve au procès. Ils montrent les heures où la porte d'entrée du couple a été ouverte et fermée tout au long de la nuit. Ces dernières preuves confirment malheureusement pour Jeff la thèse du meurtre. C'est finalement à la fin du procès que les parents de Kathleen ont été appelés à la barre. La mère de Kathleen, Nancy, a décrit sa fille comme une alcoolique qui prenait des médicaments pour le trouble bipolaire. Elle a également déclaré les choses suivantes. Elle ne pouvait pas se contenter de boire un verre. Elle disait j'en ai besoin d'un autre. Déjà c'est un peu méchant de parler comme ça de sa fille, hein. Je vous avoue que cette histoire elle me perturbe. Déjà elle parle hyper mal de sa fille, c'est terrible. Je sais pas, je trouve ça assez troublant. Avec toutes les informations données au cours du procès, les délibérations du jury s'annoncent compliquées. Juste avant de se retirer, les jurés ont demandé l'heure du décès, car celle-ci n'avait pas été donnée auparavant. Le jury voulait également de l'aide pour trouver des données à partir de l'application. Vous savez, l'application santé du téléphone portable, afin d'analyser les déplacements de Kathleen et Jeff cette nuit-là. Et ils ont demandé à visionner à nouveau la vidéo de la caméra embarquée du premier policier qui a rencontré Jeff West ce matin-là. Après avoir eu en leur possession tous ces éléments, la décision des jurés a été rapide et unanime. Jeff West a été reconnu coupable d'homicide involontaire de la mort de sa femme Kathleen. À l'annonce du verdict, il n'a montré aucune émotion. Sa caution a été révoquée et il restera incarcéré jusqu'à sa condamnation. Lors de l'audience pour déterminer sa peine, il était évident que les deux parents de Kathleen ne croyaient pas à la culpabilité de Jeff et le soutenaient. Nancy, la mère de Kathleen, a même déclaré que c'était un homme bon et qu'il n'avait pas fait ça. Encore une fois, c'est assez bizarre, ils le défendent corps et âme, et je vous rappelle qu'ils ont quand même craché un peu sur leur fille, et ça c'est encore plus bizarre. Et ils vont continuer à dire tout au long du procès qu'il était innocent, que c'était sûr.
Et ce malgré toutes les preuves, toutes les choses qui ont été dites, il le protégeait. Nancy croit de tout son cœur que Jeff n'est pas coupable car ils ont tout vécu ensemble après le drame. Ils étaient allés ensemble au salon funéraire pour voir le corps de Kathleen. Malgré toutes les preuves, ses propres parents pensent que Jeff n'a pas pu simuler ses pleurs. T'inquiète pas que je vais simuler des pleurs si je prends perpétuité. Enfin bon. Après toutes les délibérations, le juge du comté de Shelby, William Bostick, a prononcé ce qu'il pensait être une peine juste, mais pas maximale. Il a condamné Jeff à purger 16 ans de prison pour l'homicide involontaire de sa femme. Il a pris en compte l'absence d'antécédents criminels de Jeff, mais aussi les témoignages de la fille, de la mère, de la belle-mère de Jeff et d'autres facteurs atténuants dans l'affaire lors de sa prise de décision. Jusqu'à aujourd'hui, Jeff continue de clamer son innocence et n'a pas avoué de meurtre. Chacun sera donc libre d'avoir sa propre opinion sur la culpabilité de Jeff West. Mais le plus triste dans cette affaire, quand on regarde bien, c'est que les propres parents de la victime ont dénigré leur fille au procès de son présumé meurtrier. Mais encore pire, ils ont soutenu leur gendre du début à la fin, malgré toutes les preuves accumulées contre lui. Si nos propres parents ne se battent pas pour nous, il nous reste qui finalement ? Dans ce drame, il y a une victime collatérale, Lola, la fille du couple âgée de 12 ans. Cette jeune fille a perdu sa mère dans d'horribles circonstances et elle doit vivre aujourd'hui sans elle avec un père en prison et surtout avec le doute de sa culpabilité. Nous sommes le vendredi 14 octobre 2016 à Keller, une petite ville du comté de Tarrant dans l'état du Texas. Comme à son habitude, ce soir-là, tout est calme dans cette ville résidentielle. Mais dans la famille Verk, c'est l'inquiétude qui prend petit à petit le dessus. En effet, Lori Verk, la mère de famille, est sans nouvelles de sa fille depuis plusieurs jours. Lors de leur dernière discussion par téléphone, elle a eu un étrange pressentiment. Comme toutes les mamans, ça commençait à l'inquiéter, mais son fils Miles va la rassurer. En effet, c'est le moment des examens, et sa fille Zouzou est certainement en train de réviser. Alors commencez pas avec son prénom, je vous vois à travers l'écran. J'avoue, il est spécial, mais on va s'y faire. Elle se nomme Zouzou, Z-U-Z-U. Et comme je le disais, Zouzou est certainement en train de réviser. Mais l'instinct maternel de Lori est plus fort que tout. Elle est certaine que quelque chose n'est pas normal. Étant persuadée qu'il est arrivé quelque chose à sa fille, elle décide alors de contacter ses amis. Lori finit même par contacter Robert Fabian, le petit ami de Zouzou, afin de savoir s'il avait des nouvelles de sa fille. Elle lui envoie donc un message. « As-tu des nouvelles de Zouzou ?» Robert répond que Zouzou avait décidé de l'ignorer ces derniers temps, donc il n'avait pas de nouvelles. Il lui indique qu'il a passé la soirée avec Zouzou le mardi, mais que depuis, ils ne sont plus rentrés en contact. Depuis cette soirée, elle ne s'est plus présentée à son travail, ce qui est loin d'être dans ses habitudes. Elle ne se présente pas non plus à ses examens. Et autant vous dire que c'était inconcevable pour une personne aussi sérieuse que Zouzou. La jeune femme a bel et bien disparu. Sous la pression de sa famille, Robert décide de se rendre à la police dès le lendemain. Il ne va pas perdre de temps et il va directement s'y rendre, mais on y reviendra plus tard. Zouzou est décrite par son entourage comme un véritable rayon de soleil. C'est une femme douce, forte et indépendante. Elle dégageait beaucoup de positivité. Ça faisait déjà 2 ans que Zouzou avait déménagé dans la petite ville d'Alpine. Ça lui permettait de rejoindre plus facilement l'université. Là-bas, elle étudie la science de la conservation. Quand elle n'est pas à l'université, Zouzou travaille avec le Borderland Research Institute. Elle est alors à 7 heures de route de la maison familiale, ce qui peut parfois être difficile pour ses proches. Mais ses parents la soutiennent dans ses études et elle obtient d'excellents résultats. Que ce soit dans son parcours scolaire ou dans sa vie personnelle, elle est décrite comme une personne toujours très enthousiaste. Tous les projecteurs étaient toujours braqués vers elle. Zouzou attirait toujours l'attention. Elle est aimée de tous ceux qu'elle rencontre et elle a un vrai génie en elle. Non seulement par son esprit, mais surtout par sa personnalité. Elle aime s'amuser, faire la fête, mais elle a aussi son côté sérieux. Très motivée et fascinée par le monde, elle s'engage dans de nombreuses causes et je trouve ça tout simplement merveilleux. Il n'y a rien de plus beau que d'aider son prochain à travers des gestes et des petits projets humanitaires. Elle avait une très belle âme et ça se ressentait énormément. Zouzou était en couple avec un certain Robert Fabian, 28 ans, qui travaillait dans un hôpital d'Alpine. Les deux s'étaient rencontrés il y a plus d'1 an déjà lors d'une soirée. Elle était attirée par ce jeune homme avec son train de vie bien rempli. Elle le trouvait amusant et très ambitieux. Mais lorsqu'on interroge les parents de Zouzou à propos de Robert, leur réponse est très mitigée. Dès leur rencontre, la mère Lori n'a pas apprécié Robert. Elle ne l'aime pas et ne l'a jamais aimé. Elle le trouve très arrogant, très égoïste.
Mais plus que ça, elle n'aime pas la façon dont il traite sa fille. Pour vous dire, elle savait que la relation n'allait pas durer. Zouzou aurait dit à sa mère qu'elle savait qu'elle n'allait pas passer le reste de sa vie avec lui. Malgré ça, Laurie et Robert restent en contact. Et alors qu'ils attendaient des nouvelles de Zouzou, c'est Robert qui finalement se présente à la police pour faire part de sa disparition. Après 3 jours, ils ont demandé à la police d'Alpine de la rechercher et de savoir si elle allait bien. Si elle allait bien, 3 jours ça commence à faire, hein. Ça fait peur. Quand tu vois un proche qui disparaît pendant 3 jours, je peux vous dire que moi je suis mort d'inquiétude. Bref, reprenons et voyons ce que la suite nous réserve. Les policiers décident alors de se rendre au domicile de Zouzou, afin de s'assurer que la jeune femme va bien. Les enquêteurs se garent alors devant la maison de Zouzou. Son vélo ainsi que sa voiture sont bien présents, ce qui indique que la jeune femme est certainement à son domicile. Mais en faisant le tour de sa maison, ils découvrent un fait inquiétant. Le chien de Zouzou est dans le jardin, livré à lui-même avec sa laisse sur le cou. Zouzou n'était pas présente à son domicile. Avec tous ces nouveaux éléments, une enquête est ouverte immédiatement. Les parents de Zouzou, Laurie et son père Glenn, décident de prendre la route vers Alpine afin de participer aux recherches. Étonnamment, Robert et Laurie ne se sont pas parlé depuis. Une fois arrivés dans la petite ville de l'étudiante, les parents se rendent compte que les recherches avaient déjà commencé. Des affiches sont placardées à tous les coins de rue, dans les bars, les restaurants. La ville d'Alpine est en ébullition. Toute la population est investie dans sa disparition. Tous les camarades de Zouzou sont désormais à sa recherche. La petite communauté d'Alpine est alors mobilisée pour retrouver la jeune femme. Ils sont soudés et tout le monde soutient la famille. Beaucoup de monde vont s'investir dans les recherches, sauf une personne. Il s'agit de Robert et il est introuvable. À partir de ce moment-là, Robert ne répond plus aux appels de Laurie. Il semble aussi avoir disparu. La fouille commence alors, et tous les moyens à la disposition des policiers sont alors mis en place. Des fouilles aériennes à l'aide d'hélicoptères ainsi qu'au sol. Toute la ville est passée au peigne fin. La population vient alors prêter main forte aux enquêteurs. La mobilisation est totale. La famille de Zouzou est dévastée. Elle cherche désespérément des informations sur l'endroit où elle se trouve. Le lendemain du signalement de Robert concernant sa disparition, eh bien lui, il va engager un avocat. Il avait tout prévu. Il est également la dernière personne à avoir vu Zouzou en vie. Comme c'était sa petite amie, il devient donc l'un des principaux suspects. Mais on était un peu trop tôt dans l'enquête pour affirmer quoi que ce soit. L'avocat de Robert lui impose de ne pas communiquer au sujet de Zouzou. C'est d'ailleurs la raison invoquée par Robert pour justifier son absence aux recherches. Suite à son comportement, la famille de Zouzou, et plus particulièrement son père, sont furieux. Pour essayer d'apaiser les tensions, l'avocate de Robert fait un communiqué aux journalistes. Il est bouleversé par la disparition. Nous menons notre propre enquête, et nous prions avec ferveur pour que Zouzou soit retrouvée vivante. C'est le seul commentaire que je peux faire. Laurie est persuadée que quelqu'un sait quelque chose à propos de la disparition de sa fille. Pour elle, c'était très louche. Laurie Verk déclare que sa fille avait été vue pour la dernière fois le 11 octobre. Ce jour-là, elle était avec Robert et ils sont allés au cinéma avec des amis. Sa fille l'avait alors appelé ce jour-là vers 5 heures du matin, mais elle aurait raté son appel. Lorsqu'elle a essayé de rappeler sa fille vers 6 heures du matin, le téléphone de Zouzou était hors service. La police a déclaré que Robert avait dit aux enquêteurs qu'il était avec Zouzou le 11 octobre et qu'ils étaient restés ensemble jusqu'à environ 3 heures du matin, l'heure à laquelle elle aurait apparemment quitté son domicile. Mais il y avait un détail que Robert gardait bien pour lui. Vu de l'extérieur, sa relation avec Zouzou semblait idyllique. Mais quand on creuse un peu plus en profondeur, leur couple battait de l'aile. Ça n'allait plus trop entre eux, ça devenait de plus en plus toxique. Ils avaient déjà rompu à de multiples reprises, mais Zouzou restait toujours fixé sur ses objectifs. Malgré son amour pour Robert, sa priorité restait ses études. Elle avait la tête sur ses épaules. Une récompense pour toute information menant à la localisation ou au retour en toute sécurité de Zouzou avait atteint 200 000 $. La récompense est doublée après que l'employeur de Glenn ait décidé de participer. Glenn a déclaré que ses patrons l'ont imploré de prendre des congés pour se concentrer sur la recherche de sa fille. Ça permettait à la famille de déménager à Alpine à temps plein dans la maison de leur fille. Le père de Zouzou déclare que la maison leur offre un sentiment de proximité avec leur fille. Mais le rappel constant de sa présence peut parfois les rendre tristes. Et tu m'étonnes, perdre un proche, ne pas savoir où il est, c'est juste terrible. Ce sentiment doit être tellement horrible à vivre que je ne le souhaite à personne. Bref, la police continue d'enquêter sur sa disparition. Les habitants de la ville très unis se demandent si un tueur marche parmi eux. Le chef de la police a déclaré
qu'il pourrait impliquer le bureau du procureur général de l'État pour tenter de contraindre Robert à coopérer. Robert ne souhaitant pas communiquer, c'est son avocate Liz Rogers qui va à la rencontre de la famille de Zouzou. Une réunion jugée inutile par Glenn, sachant que cette dernière leur conseille de ne plus parler à la police. Liz ne veut pas non plus répondre aux interrogations de la famille. La police, de leur côté, continue leur investigation et interroge des dizaines et des dizaines de personnes. Mais concernant Robert, il reste sur ses positions. La dernière fois qu'il aurait vu Zouzou, c'était la veille de sa disparition. Robert a déclaré à la police qu'il s'était disputé avec elle la nuit précédant sa disparition, dispute à propos de l'ex-petite amie de Robert. Mais il affirme toujours qu'elle a bien quitté son appartement à 2 heures du matin. Cependant, les voisins ont rapporté avoir entendu des disputes et des bruits forts des heures plus tard. Lors des interrogatoires, un voisin de Robert a une version totalement différente. John Franco, un voisin de Robert, déclare que vers 21 heures, le jeune couple a préparé le dîner. Le voisin pouvait presque entendre leur conversation. Ils ont passé une partie de la soirée à rire ensemble. Mais il affirme que vers 23 heures ce soir-là, il a entendu une dispute violente. Le couple faisait alors des allers-retours dans toute la maison. Il en serait même venu aux mains. Le voisin indique qu'entre 3 heures et 4 heures du matin, sa petite amie a entendu un bruit sourd. John est alors sorti paniqué. Mais la seule chose qu'il a vue, c'était Robert. Selon lui, la voiture de Zouzou était toujours garée dans son allée. La même voiture qui a été retrouvée devant la maison de Zouzou par les enquêteurs. Alors qui croire? Robert, le suspect idéal mais qui reste sur ses positions, ou bien son voisin qui est certain de cette déclaration? Le 21 octobre, l'enquête a beaucoup progressé. La police a exécuté plusieurs mandats de perquisition et interrogé plus de 100 témoins potentiels. Elle avait totalement disparu. Aucun signe de vie. L'enquête démontre que durant la nuit de la disparition, Robert a passé plusieurs appels. Le premier à l'un de ses meilleurs amis, Chris Estrada, qui dormait et qui n'a pas pu répondre. Il a ensuite appelé sa sœur. Il lui a alors demandé de lui prêter la Ford F-150 de son mari sans raison apparente. Plus tard dans la journée, Robert réussit à contacter son ami Chris, qui ensuite va le rejoindre avec sa Mustang blanche. Les mandats de perquisition révèlent que parmi les personnes interrogées par la police d'État se trouvaient des amis de Robert. L'une de ses amies dévoile que Chris Estrada s'était présenté chez elle le 12 octobre et qu'il était désemparé. Il agissait nerveusement et il tournait en rond. Son amie est alors très inquiète en voyant Chris, mais il lui répond « Je vais bien, je n'ai rien fait. Si elles veulent m'interroger, je n'ai rien à leur dire. » Elle dit qu'elle n'avait aucune idée de ce dont Chris parlait. Elle déclare à la police que Chris avait utilisé son téléphone portable pour contacter Robert. À partir de ce moment-là, Chris est alors une personne potentielle dans cette affaire. Il est donc interrogé par la police. Contrairement à Robert, Chris se montre coopératif, mais son test polygraphe n'a pas été concluant. La police fouille également la camionnette Ford enregistrée au nom du beau-frère de Robert. Ils obtiennent un mandat à la recherche d'ADN, de sang et de preuves potentielles. Il y a aussi 4 autres mandats de perquisition déposés dans l'affaire, qui visent des enregistrements de téléphone et de l'ordinateur portable de Robert. 2 semaines après la disparition de Zouzou, la police a officiellement fait passer son petit ami de personne d'intérêt à suspect dans la disparition. Un communiqué indique que la famille de Robert et son ami proche, Chris, étaient également considérés comme des personnes d'intérêt dans la disparition de Zouzou. Tout ça a été dû au fait que Robert avait appelé Chris à 2 reprises très tôt le matin de la disparition de sa petite amie. Les documents indiquent que les 2 hommes ont communiqué à peu près au même moment en utilisant l'application Snapchat. Mais d'autres révélations vont accabler les 2 amis. Chris a tenté de faire nettoyer sa Ford Mustang. Il s'est rendu dans un atelier automobile à 3 reprises. Le 14 octobre, 3 jours après que Zouzou ait été porté disparu. Plus on creuse, plus on trouve des trucs louches. Ça sentait de moins en moins bon pour eux. Josh Kobos, dont la famille dirige le Kobos Gaz en Lube Center à Alpine, déclare à la police que Chris semblait nerveux et avait emprunté son téléphone portable pour contacter Robert. Josh Kobos indique qu'il trouvait que le comportement de Chris était étrange, étant donné que Zouzou venait d'être porté disparu. Chris a déclaré à la police qu'il avait conduit Robert tôt mercredi matin, incitant les enquêteurs à fouiller sa Ford Mustang. Le truck de son beau-frère avait déjà été analysé. C'était au tour de la Mustang de Chris de faire l'objet d'analyse. La police obtient également un mandat de perquisition au domicile de Robert. Tous ces éléments conduisent à une conclusion. Robert est impliqué dans la disparition. Il est interrogé par les enquêteurs, mais aussi par les médias, mais il n'est pas très bavard.
Son ami Chris, par contre, se prête volontiers à des interviews devant les caméras. Il répond aux journalistes avec un petit sourire qui fait froid dans le dos, mais il affirme toujours qu'il n'y est pour rien. Leur défense sera mise à mal grâce à une nouvelle découverte des enquêteurs. Grâce à la carte bancaire de Chris, ils arrivent à retracer certains achats effectués par Robert. La nuit de la disparition, il a été filmé grâce à des caméras de surveillance, en train d'acheter 3 articles qui ressemblaient à des habits de protection pour la peinture, ainsi que des bâches de protection. On peut alors imaginer un macabre scénario. Ça fait maintenant près de 2 mois que la fille de Glenn et Laurie a disparu avant le lever du soleil par une froide matinée de la mi-octobre. Mais lorsque les parents au cœur brisé marchent dans les rues animées du centre-ville d'Alpine, ils ont parfois l'impression que leur fille Zouzou est présente autour d'eux. Ils la voient partout et c'est comme si elle était toujours parmi eux. Désormais, il y a des affiches partout sur la disparition de Zouzou. Les affiches montrent le visage souriant de l'étudiante et ses cheveux blonds qui sont placardés à travers la ville. Tout le monde est à sa recherche, mais malgré les efforts de chacun, elle reste introuvable. Sachant que tous les éléments découverts par les enquêteurs n'ont pas été divulgués, les parents de Zouzou se rassurent en imaginant qu'elle a pu être enlevée et qu'elle est toujours en vie. Mais on le sait bien, dans des affaires de disparition, plus le temps passe pour retrouver la personne, moins on a de chances de la retrouver en vie. Je sais, ça fait peur de dire ça, mais c'est réel, malheureusement. De son côté, la police examine des centaines d'heures de vidéos de surveillance qui ont été récupérées auprès de petits centres commerciaux et des endroits stratégiques. Nous sommes en février. Laurie, Glenn et leur fils Miles ne cessent de faire des allers-retours entre leur maison et celle de leur fille. Pendant leur séjour à Alpine, la famille a beaucoup appris sur les membres de la communauté, qui ont montré leur soutien quotidiennement. Alors que l'enquête se poursuit, la famille aide à organiser un mémorial prévu pour Zouzou jeudi soir dans l'état de Soul Ross. Au lieu de ramener des fleurs, la famille demande des dons aux organisations de conservation avec lesquelles Zouzou a travaillé. La famille a du mal à faire face à cette disparition. Tout le monde est sous le choc. Les pleurs sont présents et la tension est palpable. Personne ne sait ce qui est arrivé. L'enquête continue de suivre son cours jusqu'au 3 février 2017. Ce jour-là, un agent de la patrouille frontalière a trouvé les restes d'une jeune femme dans une tombe peu profonde. C'était une partie reculée du comté de Brewster, à l'extérieur d'Alpine. Après de nombreuses analyses, c'est bien Zouzou qui sera identifié, grâce à son dossier dentaire. Un rapport d'autopsie rempli par les médecins légistes jette un nouvel éclairage sur l'affaire. Selon le rapport du Southwestern Institute, aucune blessure traumatique n'a été trouvée lors de l'autopsie. Les enquêteurs n'ont pas non plus été en mesure de trouver des preuves de blessures aiguës sur les restes présents. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de fracture au niveau du crâne, il n'y avait pas de fracture au cou, ni ailleurs. Mais il était toujours possible qu'elle ait des blessures à travers la voie respiratoire. Quelqu'un aurait très bien pu étouffer ou étrangler Zouzou. En plus de ne pas trouver de blessure, le rapport indique qu'une toxicologie post-mortem est revenue négative. Zouzou n'a montré aucun signe de maladie naturelle. Selon le rapport, c'est une combinaison de ces conclusions qui a conduit les examinateurs à croire que l'homicide était la cause du décès de Zouzou. Quelques jours après que le corps de leur fille a été retrouvé et que les éléments ont été révélés, la famille de Zouzou a déclaré que la relation qu'elle avait avec son petit ami était instable, mais qu'ils ne s'attendaient pas à ce que cela se termine ainsi. Zouzou a été porté disparu en octobre, avant que ses restes ne soient retrouvés. Son petit ami Robert est donc identifié et arrêté par la police comme le principal suspect de sa mort. Laurie déclare que sa fille avait rompu avec Robert à plusieurs reprises dans les mois précédant sa mort. Zouzou a partagé avec moi et beaucoup d'autres personnes. Ça faisait déjà des mois qu'elle n'était plus amoureuse de Robert. Zouzou avait essayé de rompre avec lui plusieurs fois, mais malheureusement, elle n'a jamais réussi. Elle qualifiait Robert de manipulateur. Mesquina, elle voulait partir, mais elle est restée bloquée. C'est tellement triste. Se retrouver dans un tel bourbier et que ça se termine ainsi, c'est scandaleux. Au tribunal, un grand jury est alors créé afin d'éclaircir tous ces éléments. Nous sommes donc dans le scénario classique d'un amour toxique. Robert est arrêté pour avoir falsifié des preuves en cachant son cadavre. Les enquêteurs annoncent que l'ami de Robert, Chris, est arrêté par les autorités de l'Arizona pour les mêmes accusations. La police a déclaré que Chris était la première personne qu'il a appelée la nuit où Zouzou a disparu. Pour le moment, ni l'un ni l'autre n'a été accusé de son meurtre, bien que la police ait déclaré que des accusations supplémentaires étaient en attente. Robert a été inculpé en mars 2017 dans le comté de Brewster. Le juge a ensuite ordonné que le procès soit déplacé dans le comté de Caldwell, au sud d'Austin. Maintenant, il est l'heure du procès. Au cours des débats,
Le procureur Barr affirme que Robert était en colère contre Zouzou à propos de la relation intermittente du couple. Le procureur Jan Starnes déclare que Robert a pris cette belle et dynamique jeune femme de 21 ans et qu'il l'a tuée et l'a ensuite mise dans une tombe dans le haut du désert. Le procureur déclare également « Nous ne saurons peut-être jamais pourquoi il l'a tuée. Nous ne saurons peut-être jamais qui d'autre était impliqué. » Quant à la défense de Robert, elle maintient qu'il n'y a aucune preuve à l'appui des accusations portées contre Robert et que les tests ADN n'avaient donné aucun résultat. Mais cet axe de défense est mis à mal par le témoignage de son ami Chris. Chris, qui est également accusé d'avoir aidé à cacher le corps de Zouzou, ne va pas soutenir son ami. Il déclare aux enquêteurs qu'il a conduit Robert dans un petit centre commercial. Son nom, c'est le Dollar Général le 12 octobre. Il dit lui avoir ensuite prêté sa carte bancaire pour acheter des bâches. Ces bâches sont similaires aux fines feuilles de plastique dans lesquelles le corps de Zouzou était enveloppé selon les expertises. Chris finit par avouer que Robert lui avait dit que les choses avaient mal tourné après son dîner avec Zouzou, qu'il a ensuite placé ses mains autour de la gorge de Zouzou et a fini par l'étrangler. Robert lui avait demandé de l'aider à sortir le corps de Zouzou, qui était toujours sous les couvertures de sa chambre. Chris ajoute que Robert lui avait demandé de l'aider à se débarrasser de son corps. Son ami a finalement déclaré au tribunal qu'il avait refusé d'aider Robert à déplacer le corps de la jeune femme. Mais chose intéressante, c'est qu'il n'est pas le seul à faire un témoignage aussi accablant. Au cours du procès, un compagnon de cellule de Robert témoigne que l'accusé lui avait avoué avoir étouffé Zouzou. Il dit également que Zouzou avait découvert une relation sexuelle entre Robert et Chris et qu'elle avait menacé de l'exposer au grand jour. Le compagnon de cellule déclare que Robert avait affirmé que l'altercation avait eu lieu par la colère et qu'il avait ensuite enterré son corps avec l'aide de Chris. Après ce témoignage troublant, Robert lui a aussi avoué qu'il a attrapé le cou de Zouzou et qu'il a fini par l'étrangler. Selon le compagnon de cellule, il entendait Robert pleurer la nuit. « Je suis désolé, je voulais pas te faire de mal. » Le père de Zouzou prend alors la parole devant le tribunal. Il remercie la ville d'Alpine pour son soutien pendant les recherches. Il déclare à propos de sa fille les choses suivantes. « Je ne sais pas si je peux décrire Zouzou complètement, mais je sais qu'elle a touché beaucoup de vies. Le monde a perdu une personne spéciale et je suis si fier de ce qu'elle était. Aucun des accusés n'ont plaidé coupable. Mais même malgré ça, les délibérations ne dureront que 5 heures. Et c'est ainsi que le verdict tombe. Le jury du comté de Caldwell a reconnu Robert coupable du meurtre de Zouzou, 21 ans, et de falsification de preuves matérielles. Le jury condamne à la prison à vie. Chris a été condamné à 42 mois de prison après sa condamnation pour falsification de preuves matérielles. Il reste en Arizona où il attend son extradition. Robert, quant à lui, est détenu à la prison du comté de Brewster. Il sera admissible à la libération conditionnelle après 30 ans. Encore une horrible histoire. Zouzou avait la vie devant elle. Et on apprendra quelque chose juste avant sa disparition. Zouzou avait postulé à l'université Texas A&M pour sa dernière année. Alors qu'elle était portée disparue, Zouzou avait reçu sa lettre d'acceptation par la poste. Elle était brillante et aimée de tous. Elle est morte car elle a voulu aimer la mauvaise personne. Ainsi se termine la triste affaire de Zouzou Verk. Une jeune femme qui va disparaître et qui va malheureusement perdre la vie. Le plus troublant dans ce genre d'affaires, c'est de voir que le tueur et son complice sont prêts à tout pour faire disparaître le corps. Ils sont prêts à tout pour qu'on ne la retrouve jamais. Tout est calculé. Eh bien heureusement, ça ne se passera pas comme ils l'avaient prévu. Ils vont se faire attraper et prendre une lourde peine de prison. Et franchement, c'est mérité. Et je pense même qu'ils auraient mérité la prison à perpétuité. Parce que des gens dangereux comme ça, loin de nous, on n'en veut pas. Et ce qu'il y a de plus effrayant encore, c'est que des affaires comme celle-ci, il en existe des milliers, et pour beaucoup d'entre elles, on n'a aucune réponse. Certaines affaires sont mises de côté, oubliées, et des personnes restent disparues à jamais. Et ce que je dis, ça fait peur, hein, mais c'est la réalité, malheureusement. Donc prenez soin de vous et faites attention à vos proches, mes amis. Notre vie peut basculer du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. T'es pas très rassurant, Mogo. Dire ça à la fin de ta vidéo, laisse-nous tranquille. Non. Que voulez-vous? La vie, c'est pas toujours un conte de fées, malheureusement. On vit dans un monde de fous, bordel. Et je pense que ça, vous le savez. Bref, il est temps pour moi de vous laisser. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.